Tout commence lors de la guerre contre le roi démon, il y a 1000 ans, le jour où les bêtes démoniaques ont franchi les lignes de front et attaqué les humains. Tu es probablement déjà en train de te dire « Oh non, encore une de ces histoires clichés. J'ai déjà vu ce début au moins 16 fois. » Mais attends un peu, mon guerrier. Du calme. L'humanité s'est battue contre ces créatures pour survivre. Cependant, la guerre longue et interminable se poursuivait. Le sol continuait d'être trempé de sang, tandis que le nombre de bêtes démoniaques ne diminuait pas. Jusqu'à ce que soudain, quelqu'un apparaisse, chevauchant le dragon noir. C'est à ce moment-là que le mage légendaire est apparu, Mech. Il a réussi sans effort à anéantir tout le champ de bataille, éliminant toutes les bêtes démoniaques. Rien que la présence majestueuse du dragon suffisait déjà à terrifier toutes les créatures. Tout le monde sur le champ de bataille vénérait le héros. Mais soudain, sans prévenir, il s'effondra mort sur le sol. Le mage connut une mort mystérieuse au même instant où il remportait la guerre contre les démons. Le mage déclara qu'il attendrait celui obsédé par la force, celui qui ne succomberait ni aux tentations ni à la corruption. La scène change alors complètement pour se retrouver dans le métro où des gens regardent un combat de l'UFC, mec. C'était le 17e combat du champion du monde qui défendait son titre. Autour de l'octogone, tout le monde acclamait et criait pour le challenger. Dans le coin bleu, à gauche, se trouvait un type nommé Patrick, le challenger. 120 kilos de muscles secs, comme un bodybuilder, et tout le monde hurle pour qu'il tue. Pendant ce temps, dans le coin droit, il y a le champion du monde avec 37 combats et 37 victoires. Quelqu'un qui n'a jamais perdu un seul match à ce jour et qui affiche 5% de masse grasse. 100 kilos de muscles, cheveux noirs avec du style. Les deux sont face à face. L'annonceur dit que Kim Jin-ho ne semble plus utiliser son pied ces derniers temps, et Patrick a déclaré lors d'une interview qu'il devait avoir une blessure au pied et qu'aujourd'hui serait le jour où il perdrait. Tout le monde commence à penser qu'un jour ou l'autre, Kim Jin-ho devra bien perdre. Le gars a déjà 48 ans. Il n'y a aucune chance qu'il continue à gagner indéfiniment. Et sur ce, la cloche sonne pour débuter le combat. Patrick n'a même pas encore bougé qu'il est déjà tétanisé. La présence de ce salaud en face de lui était terrifiante. C'était attendu de la part du champion. Mais il sait déjà que la jambe de ce type est blessée, alors il s'avance vers lui pour tenter une projection et le mettre au sol. Il plonge bas pour attraper ses jambes en disant que ce type est arrogant d'oser venir sur le ring blessé. Mais au moment même où il est sur le point de toucher la jambe et qu'il sourit parce qu'il pense l'avoir eu, il y a déjà un laser qui arrive de côté, mec. Le sang jaillit dans l'arène et c'est fini. Le combat est terminé, mec. Patrick est complètement en vrac là-bas. Kim Jin-ho dit que c'est pour ça qu'il n'utilisait pas sa jambe. Sinon, ce serait trop facile. Bon sang, quel type arrogant. Un peu plus tard, il enfile son manteau, claque son casier et se prépare à partir. Un homme, un peu sur le ton de la plaisanterie, lui dit d'attendre, qu'il y a des gens qui veulent l'interviewer, qu'il devrait parler aux fans et tout ça. Mais Jin-ho répond simplement de leur dire d'envoyer un message. Quand il aura du temps libre, il a mieux à faire. Son ami lui dit qu'il doit comprendre. Il pleut des cordes dehors. La circulation est un vrai cauchemar. Jin-ho répond que c'est encore mieux. Il va courir et arrivera plus vite. Soudain, il a déjà claqué la porte et l'ami essaie de partir, disant que c'est à 30 km. Mais le gosse n'était même plus là. Il a disparu devant tout le monde. Et maintenant, ce sont les journalistes qui embêtent l'entraîneur, voulant savoir comment il a créé la légende. Le protagoniste rentre chez lui, pendant que l'entraîneur pense que, honnêtement, ça va être triste. Il se souvient de la première fois où il a vu ce gamin se battre. Il a fait ses débuts en mettant son adversaire KO d'un coup de poing. Le combat suivant, c'était avec un coup de coude. La plupart des combats ne duraient pas plus de 30 secondes. Et tout ce que ressent l'entraîneur, c'est de la tristesse. Il est certain que Kim Jin-ho ne trouvera personne capable de l'affronter jusqu'au jour où il prendra sa retraite. Et puis, il dit aux journalistes que l'histoire de la jambe, c'était juste pour rendre le combat plus difficile. Un peu plus tard, en arrivant à l'appartement, il est trempé jusqu'aux os. 14e étage, l'entrée est remplie de cadeaux de la part des fans. Et mec, le gars est champion du monde. Non? Chez lui, c'est un immense manoir. Et c'est dans un immeuble d'appartement. Tu vois le genre. Le gars a carrément construit un manoir dans l'immeuble. Mais ce qu'il aime le plus, c'est juste là, mec. C'est le PC gamer. C'est ça, mec. Notre champion du monde UFC est aussi accro aux jeux vidéo. Pas n'importe quel jeu, mais un jeu appelé Last Savior, un jeu tellement difficile, tellement ardu que la plupart des utilisateurs coréens, qui aiment pourtant ce genre de niche, ont abandonné. Kim Jin-ho, cependant, y joue tous les jours depuis 10 ans. Il a perfectionné ses compétences et s'est battu contre des adversaires et des monstres de plus en plus puissants. C'est comme ça qu'il a mené sa vie. Le protagoniste sourit, disant qu'il espère ne pas gagner aujourd'hui, comme d'habitude. Il y avait son personnage, Féami, sur le champ de bataille. Ce qu'il aimait le plus, c'était la sensation de défier une créature. Et une fois de plus, il affrontait le roi démon, Izar. Un certain temps passe et l'expression de Jin-ho change. Il se retrouvait face au roi démon, mais la créature n'avait presque plus de vie. Il regarde la barre de PV. Il n'en croyait pas ses yeux. À ce rythme, il allait gagner. Il frappe le roi démon, lui disant de se défendre correctement. Il tente une attaque aux jambes et se demande comment il n'a pas pu esquiver quelque chose d'aussi évident. Le pauvre PNJ essaie de riposter, mais c'est difficile. Le personnage blond de Kim Jin-ho est en train de l'achever, tout en se demandant pourquoi les schémas aujourd'hui étaient beaucoup trop simples, car chacune de ses attaques touchait parfaitement sa cible. Il active une aura de lion et une multitude d'entailles apparaissent sur le roi démon. Quand il a allumé l'ordinateur aujourd'hui, son intention était de relever le défi à nouveau, dans l'espoir de gagner.
Mais à cet instant, il avait peur de gagner. Il dit au roi démon de tenir bon et d'essayer quelque chose de différent, qu'il allait gagner, qu'il ne perdrait pas aujourd'hui. Kim Jin-ho allait même jusqu'à tordre ses commandes avec les doigts, essayant d'une manière ou d'une autre de ne pas gagner cette fois. Mais c'était inévitable. Finalement, il a porté une entaille qui a tué le roi démon. Avec cela, il a été félicité pour être la première personne à avoir tué le roi démon Isar. À ce moment-là, l'expression de Kim Jin-ho a changé. Il était devenu un champion dans deux mondes complètement différents. La souris se déplace vers l'écran et maintenant il est en colère contre lui-même, se demandant contre qui il va se battre à présent. Peut-être devrait-il sortir courir sous cette pluie et chercher un ours dans la forêt. Mais soudain, au milieu des nuages, une lumière dorée apparaît et un étrange éclair frappe. Lorsqu'il sent quelque chose s'approcher et lève les yeux, il semble que la foudre ait frappé directement son appartement. L'écran devient noir et il ressent une étrange sensation de vertige, tandis que tout son corps semble engourdi. Il lève les yeux, voit la pluie et se demande quand il a bien pu quitter sa maison. Mais lorsqu'il baisse les yeux, il voit qu'il porte un drôle de pantalon orange. Soudain, quelqu'un pose une main sur son épaule et l'appelle par 218. Une fille blonde aux yeux bleus lui dit qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Il doit s'échapper d'ici tout de suite. Il ne devrait pas rester là comme un idiot. Il est un peu perdu et voit le numéro 172 sur le t-shirt de la fille, se demandant instantanément où il se trouve. Devant lui, il y a plein d'autres détenus qui essaient de s'évader d'une prison qui ressemble plutôt à un château. En regardant l'un des drapeaux, il pense reconnaître le motif de l'aigle, mais ensuite 172 lui dit de revenir à la réalité car c'est leur dernière chance de s'échapper. Si ce n'est pas maintenant, ils ne sortiront jamais de la prison du boucher. Regarde la tête du gars, mec. Et évidemment, il a déjà reconnu le nom de la prison du boucher. J'aime déjà le début de cette histoire, pas vrai, frère? Le gars s'est échappé comme un éclair. Dieu a regardé en bas et a dit « Ça suffit, va dans un autre monde ». Celui-ci est déjà QOP. Évidemment, même si le protagoniste comprend ce qui se passe, il est encore un peu sonné pendant que 172 le tire. À côté d'eux, un groupe de prisonniers continue de passer, tirant la grille dans un jeu de tir à la corde. Kim Jin-ho voulait croire que c'était un rêve, mais en même temps, tout semblait bien trop réel. Il commence à courir aux côtés de la fille, essayant de comprendre comment il a pu se retrouver à l'intérieur du jeu auquel il jouait autrefois, jusqu'à ce qu'il décide de se calmer, de s'échapper d'ici d'abord, puis de s'inquiéter de la façon de résoudre ce mystère. Mais soudain, il s'arrête et dit à 172 de faire attention. C'était étrange. C'était censé être la prison la plus sécurisée de toutes, et tout était complètement sans dessus-dessous. 172 dit que c'est parce que le directeur Clark n'est pas là. On dirait qu'il est sorti pour régler quelque chose, et que c'est l'occasion pour tout le monde de s'échapper. Kim Jin-ho, cependant, l'attrape soudainement par le col et court dans la direction opposée. Elle lui dit de la lâcher, le traitant de fou, mais il était certain que cette prison était bien trop sécurisée pour sombrer dans un tel chaos. Et quelque chose lui disait que quiconque passerait par cette porte n'allait pas vivre très longtemps. 172 essaie de résister, lui disant de la lâcher. Et à ce moment-là, les autres réussissent à ouvrir la porte et commencent à célébrer, disant qu'ils sont enfin libres. Ils sortent tous pendant que notre gars l'emmène plus loin à l'intérieur de la prison. Mais évidemment, les sourires des évadés ont disparu très vite, mec. Sortis de nulle part, des bras volent, des jambes partout, et le directeur Clark se tient juste devant eux tous. Le gars se retourne et dit que cet endroit est vraiment rempli de vers pathétiques. Il donne l'ordre de les tuer, et les troupes font irruption. 172 demande pourquoi il est là, tandis que notre gars dit tout de suite que c'était clairement un piège. Maintenant, les criminels se précipitent tous à l'intérieur de la prison, désespérés, mec. Les murs étaient peints de sang. Un peu plus tard, Clark leur dit de rassembler les survivants. Une file de criminels se forme. Mec, il n'y a que notre protagoniste et son ami qui sont différents, là-dedans. Le copier-coller a été utilisé à fond. Elle est juste à côté de lui, presque en train de vomir. En fait, waouh, elle a tout vomi dans sa main. Ça aurait été mieux de vomir directement par terre. Et le pire, c'est que pour avoir vomi, elle s'est pris un coup de poing parce qu'elle a bougé. Jin-ho est choqué qu'il soit aussi violent, même avec des enfants. Pas étonnant qu'il y ait des émeutes tout le temps là-bas. Si quelque chose comme ça se reproduit, il va devoir se battre. Et puis Clark apparaît devant lui, immense, comme s'il mesurait 78 mètres, en disant que le gamin a soit vraiment de la chance, soit qu'il est bien trop lâche pour avoir tenté de s'échapper. Mais pour lui, c'est normal. Tous les mages sont comme ça. Rien qu'un lâche. Appeler des gens comme eux des rivaux, c'est dégoûtant. Il s'approche du visage de notre protagoniste et dit qu'Ariane va regretter d'avoir survécu aujourd'hui. Le type s'en va et le protagoniste fixe son reflet, se demandant s'il a vraiment été appelé Ariane. Une semaine plus tard, un magnifique ciel bleu et nos garçons sont au travail. Ils ont dû passer toute la journée à empiler des pierres. Mais pas parce qu'il y avait une grande raison, juste pour ne pas rester inactif et avoir quelque chose à faire. En regardant sa propre main, tout abîmée, notre garçon, que je ne sais même plus comment appeler, Kim Jin-ho, 218 Ariane, on verra plus tard. Mais ce même gars se plaint que soulever une pierre suffit déjà à l'essouffler et que ce corps est bien trop faible. Sans parler du fait qu'il a dit qu'il était mage. Mais il a essayé d'utiliser la magie et rien ne s'est passé. Cela semblait être un échec total. Mais pour lui, cela n'avait aucun sens. Ariane devrait savoir utiliser la magie. C'est parce qu'Ariane est le nom de la famille de mages la plus puissante de cette région. C'est là qu'il comprend. Il venait probablement de cette famille, mais il a été rejeté parce qu'il n'avait aucun talent magique.
Vu à quel point cette famille est cruelle et sadique, cela aurait tout son sens. Puis le garde lui dit de porter cette pierre de l'autre côté. Le protagoniste obéit simplement et porte la pierre. Il attend quelque chose de précis avec impatience. Sur la fenêtre du système, il est indiqué qu'en raison d'une quantité excessive de données, la synchronisation prend du temps. Le gaz était tellement surpuissant dans la vraie vie, et pourtant celui-ci a du mal à télécharger ses fichiers. Hier et le lendemain, à l'heure du repas. Enfin, repas est un bien grand mot. Au moment de la pierre avec de l'eau et du pain, qui ressemble aussi plus à une pierre, le protagoniste se plaint d'avoir beaucoup travaillé, mais qu'avec une nourriture pareille, il ne prendra jamais de muscles. Puis le 172 arrive et demande s'il ne va encore pas manger le pain. Il répond non et lui dit de le prendre. Là, je suis perdu. Jin-ho dit que cet ami est particulier. Comment ça? C'est un gars. Certainement pas. Non. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, sûrement. Kim Jin-ho se demande pourquoi cette personne, et je vais juste dire personne pour l'instant jusqu'à ce que je sache si c'est un garçon ou une fille, est enfermée ici alors qu'elle est si jeune. Et 172 lui dit de faire attention en ce moment. Il semble qu'à cause de notre gars, la charge de travail de tout le monde a augmenté et que personne n'est content. Maintenant, Jin-ho comprenait pourquoi tant de gens le fixaient dans cet endroit. Et 172 lui dit de faire attention, surtout avec 589, le chef des prisonniers, qui a aussi une réputation notoire dans l'arène. Jin-ho dit alors qu'il vaut mieux ne pas lui parler, car elle pourrait aussi se retrouver en danger. Mais 172 répond qu'elle connaît déjà tout le monde, donc elle peut simplement ignorer ça. Et notre protagoniste se lève, disant qu'il va découvrir la vérité tout de suite. Un groupe de prisonniers commence à s'approcher, et il dit que la situation qu'elle a mentionnée est sur le point d'arriver. À ce moment-là, 172 est surprise lorsqu'elle voit le numéro du gars. N'est-ce pas, mon pote? En théorie, c'est le chef des prisonniers, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je pense que c'est le chef du gang des chauves, mec. Jusqu'à présent, seuls nos protagonistes et cet ami ont des cheveux. Impossible que ce soit une coïncidence. Et le chef dit qu'il a entendu dire que si leur charge de travail a augmenté, c'est à cause de ce gamin. 218 veut juste savoir ce qu'il a à voir avec ça. Enfin, je veux dire, c'est de ta faute. Pas vrai, enfoiré? Il est sur le point de trouver une excuse, mais il y a déjà une main de la taille de sa tête devant lui, mec. Elle a creusé un cratère dans le sol, et 172 crie pour notre gars. Mais quelqu'un a attrapé le chef par le cou. C'est quoi ça, mec? Tu crois que Kim Jin-ho va rigoler? Il lui balance déjà un coup de genou en plein menton. Son pote et les gars chauves flippent tous, appelant le boss. Et l'expression du protagoniste a changé. Pas vrai, mec? Il n'est plus le même qu'avant, et maintenant son coup de genou n'a absolument rien fait. 589 demande. Qu'est-ce que c'était que ça? Et maintenant, notre gars se fait attraper par le col et il est sur le point de se faire un tour d'avion, mec. Le type a été jeté contre le mur comme les protagonistes lors d'une dispute de couple, frère. Son pote est juste là, terrifié, appelant 218. Mais le boss dit que s'il n'est pas mort à l'instant, il peut être rassuré. Il est marqué pour mourir. Doucement, patron. Tu ferais mieux de faire attention parce que la synchronisation vient d'atteindre 100%, mec. Regarde le petit sourire du méchant. Enfin, quelqu'un a installé la fibre optique dans ce système maudit qui ne charge jamais. Et la baston est sur le point de commencer. Il est déjà en train de se relever, entouré de cette aura ou avec son poing rempli d'énergie bleue. Le gamin est carrément en mode Dragon Ball maintenant, avec ses auras. Il fait son petit échauffement des mains et des pieds. Waouh, mec, il est déjà en position MMA, disant au gars d'entrer sur le ring. Le boss rit, disant que pour quelqu'un abandonné par son propre clan, il a vraiment une haute opinion de lui-même. Mais Jin-ho lui dit juste de la fermer et d'entrer sur le ring. Le boss, lassé de parler, fonce droit sur lui. Mec. Notre garçon voit une ouverture dans la jambe et donne un coup de pied bas. Mais quoi? Tu croyais que ce serait facile? Le type lui attrape le pied, disant que le gamin va recevoir une leçon maintenant. Mais encore une fois, quoi? Tu croyais que ce serait facile? Notre gars a sorti le coup Beyblade, s'est mis à tourner et en a placé un direct sur le côté de la tête. Le boss avait l'air un peu sonné, mais avant qu'il puisse reprendre ses esprits, bam, un autre coup sous le menton. Mec, le type voulait juste tomber, mais le gamin n'allait pas s'arrêter là. Il lui met encore un coup de pied solide et le fait reculer en titubant. Avec ça, le boss s'est écroulé, complètement assommé. Et notre gars, toujours aussi théâtral, dit que c'est pour ça qu'il n'aime pas trop utiliser sa jambe. Soudain, toute la prison sort déjà ses coupe-pommes, se dirigeant vers notre gars. Parce qu'on ne peut même pas appeler ces machins des couteaux, pas vrai, mec? Mais notre type a marché sur le boss, lui a attrapé le bras et a prévenu que s'il s'approchait, ce gars-là aurait besoin d'aide pour manger le reste de sa vie. Avec ça, tous les crânes rasés se sont figés, ne sachant plus quoi dire. Gino a de nouveau écrasé le bras et a dit qu'il voyait encore beaucoup de monde debout là. S'il voulait arrêter ça, alors qu'ils appellent les gardiens. Aussitôt, l'un d'eux s'est mis à courir, disant que quand les gardiens viendraient libérer le boss, il allait mourir. Apparemment, à la fin, tous les gars se sont rendus et ont juste emporté le boss. Un peu plus tard dans la cellule, le 172 veut savoir comment il a fait ça, disant que c'était vraiment incroyable. Sans parler du fait que le gamin avait l'air d'avoir grandi d'un coup, comme par magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le protagoniste dit que c'est le résultat d'avoir transporté des pierres d'un côté à l'autre, mais évidemment, c'est parce qu'il a synchronisé ses statistiques réelles avec celles du jeu. C'est la première fois que le protagoniste utilise son vrai corps, parce qu'il est plus puissant que celui du jeu, tu vois ce que je veux dire? D'habitude, c'est toujours le gars qui a un corps pourri et qui finit dans un corps incroyable.
Et maintenant, ce qui impressionne notre gars, ce sont les statistiques. Zed Arahan, bourré d'immunité de rang S, mec. Dueliste immortel, rang Challenger, archimage de rang S. Franchement, Grim a tout pour lui. Ce qu'il trouve étrange, c'est que sa classe est vraiment mage, et à cause de ça, il a 50% ou moins en agilité, force et résistance. Et même s'il est dans la classe mage, il n'a littéralement aucun point de mana. En d'autres termes, il perd la moitié de ses attributs pour absolument rien. Sans parler du fait que ça n'a aucun sens, puisqu'il appartient à la famille Arahan, qui regorge de génie. Pendant ce temps, 172 le fixe simplement, se demandant de quoi ce cinglé est en train de délirer, en riant tout seul. C'est pas possible. Le gars est allongé sur le lit, essayant de comprendre comment il a pu se réincarner dans un corps aussi nul. Mais d'abord, il doit se calmer et commencer à envisager ses options. Il a cette soi-disant pénalité de croissance, qui est ce ski coupe 50, 50, 50. Mais même dans ce cas, c'est toujours mieux que zéro. Sans parler du fait que la force physique est quelque chose qu'il sait développer encore mieux. Le seul problème évident, c'est que la nourriture là-bas est horrible et n'aide pas du tout. Ce qu'il est curieux de mieux comprendre, c'est toute cette pile de talents de rang S. S'il avait tout ça et pouvait avoir de la mana, alors il serait complètement surpuissant. Une bénédiction d'archimage comme celle-là, c'est réservé à très peu de personnes. Mais tout va bien. Il va essayer de trouver un moyen de résoudre ce problème d'absence de mana. Il doit bien y avoir une solution. À ce moment-là, soudainement, le type à l'extérieur de la cellule commence à appeler plusieurs numéros. Tous ceux dont le numéro est appelé sont forcés de quitter la cellule. Il demande ce qui se passe et 172 répond que ce sont les gens dans la file d'attente pour la mort, mec. En gros, ils auront un dernier repas et ensuite ce sera fini. Il dit qu'il comprend, puis demande le nom de son ami. À la tristesse de certains et à la joie des autres, le nom est Ryu. Donc oui, c'est vraiment un ami. Et notre gars se présente sous le nom de Zed Arahan. Arahan, c'est un nom plutôt moche, donc à partir de maintenant, je vais l'appeler Zed, parce que Zed, ça en jette. Tu vois ce que je veux dire? Zed demande à Ryu s'il va rester longtemps en prison, et il répond qu'il va bientôt s'évader. Le protagoniste veut savoir comment, il dit que c'est simple. Le garde devant a une clé. Zed pense qu'il va la voler, mais Ryu dit que c'est impossible. Le gars est peut-être à la retraite, mais c'est un chevalier des 5 cercles. Le directeur Clark est l'incarnation même du chevalier qui déteste les mages. C'est parce que, dans le monde de Last Savior, les chevaliers et les mages se détestent. Et maintenant, Zed se demande comment il va s'évader d'ici. L'endroit est gardé par une personne des 5 cercles. Bizarre. C'est la première fois que je vois les cercles utilisés pour quelqu'un qui n'utilise pas la magie. Puis Ryu dit que ce n'est pas si difficile. Il suffit de le voler sans qu'il s'en rende compte. Pour quelqu'un qui vient de la rue, c'est facile. Le seul problème, c'est que Clark est très attentif. Jusqu'à présent, il n'a pas vu la moindre opportunité. Zed sourit et dit que maintenant, il voit vraiment un moyen de s'échapper d'ici. Le lendemain, le travail est sur le point de reprendre. Et l'un des gardes annonce que, sur ordre du patron, ils devront porter encore plus de pierres aujourd'hui. Les gens se plaignent, disant que ça ne va pas marcher. Bientôt, tout le monde va mourir. Le garde met une épée sous la gorge de quelqu'un et l'un des chauves dit qu'il veut juste savoir pourquoi il les pousse autant. Il n'y a aucune raison à cela. Le garde regarde sur le côté et dit qu'il devrait déjà savoir à qui la faute. Évidemment, tout le monde fixe Zed du regard. Puis le garde tousse et dit qu'il reviendra dans quelques minutes. 172 le prévient qu'il est évident qu'ils sont en train de le piéger pour que les autres s'en prennent à lui. Ah oui, nos protagonistes ont déjà remarqué que ces chevaliers qui suivent le code d'honneur agissent très différemment de ce qu'ils devraient. Pendant que Ryu est parti courir, il ne se mêle pas à tout ça. Mais on dirait qu'il a un plan, car il dit qu'il ne laissera pas Zed mourir. Évidemment, tous les détenus arrivent à la même conclusion. Pour faciliter le travail, ils vont devoir tuer Zed. Le protagoniste sourit et dit que c'est vraiment une situation inévitable. Tous les voyous se runent vers lui en disant qu'il est bien trop sûr de lui. Mais dès que le premier s'approche, bam, il se prend un coup de genou dans le menton. La boule de bowling tombe au sol et tout le monde a maintenant peur, se demandant qui sera le prochain fou à se lancer. Mais Zed leur dit simplement de venir tous en même temps, une bonne fois pour toutes. Et voilà que la bande s'élance à nouveau. Mais le premier qui arrive se prend encore un coup de marteau sur la tête. Alors qu'il balance des coups de coude et fracasse tout, Zed est furieux que ces salauds continuent d'arriver un par un, puis un autre, et encore un autre, au lieu de l'attaquer tous ensemble. Un autre s'effondre au sol, et il dit que ces types manquent vraiment d'agressivité. Et au moment où il remarque quelque chose, il se baisse juste à temps et esquive une attaque. Un autre coup de genou, et encore des coups de tête, des coups de poing. C'est une bagarre générale dans tous les sens. Et de loin, Ryu observait toute la scène. Le garçon laissait derrière lui une traînée de corps au sol, et il n'avait aucune idée que Zed était aussi fort. Mais à ce moment précis, quelqu'un à côté de lui interpelle Ryu et lui dit de venir. Pendant ce temps, Zed est déjà en train de donner des coups de pied sautés dans le ventre des types. Comme toujours, ils sortent leur couteau de 3 cm, ce qui, je veux dire, est déjà pas mal, même impressionnant. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Mais Zed en met déjà un en pleine figure au gars suivant, lui disant encore de venir avec tout ce qu'il a. Et évidemment, à ce moment-là, il s'amusait. Ce gars-là s'est battu toute sa vie, alors s'il y a bien une chose qu'il aime, c'est risquer sa vie. Il n'y a rien de mieux que d'esquiver une attaque qui aurait pu te tuer. C'est cette adrénaline qui l'a rendu aussi accro à ce jeu qu'aux arts martiaux. Il en prend encore un sur le menton, un autre derrière la nuque en devenant complètement fou, mec, clairement pas net dans sa tête, évidemment,
jusqu'à ce que quelqu'un lui marche sur le dos et appelle ce foutu Z Arahan. Majin Buu attrape le Kid Buu albinos défoncé et lui dit que s'il ne s'arrête pas, son ami va mourir. Évidemment, oui, Ryu avait été capturé. Mais notre gars se contente de sourire et dit qu'ils ont fait une énorme erreur. Ryu essayait de se libérer, mordant et tout, et le Kid Buu défoncé dit que le gamin va mourir face à une nuit à 2 cercles, donc ce n'est pas si honteux. Il saute pour attaquer, mais évidemment, Z esquive ça sans effort. Le gars a l'air de même pas comprendre ce qui vient de se passer, disant que Z a disparu. Et quand il regarde sur le côté, ils sont là, déjà en train de discuter calmement. Kid Buu veut savoir ce qui vient de se passer, quel genre de magie il a utilisé. Notre gars répond « Ce n'était pas de la magie, frère. » Un mouvement et sa peau commence à s'approcher. On dirait une ballerine, mais elle place un coup parfait dans le cou. Le pauvre gars a été traîné sur le sol. Mais à ce moment-là, Clark arrive, appelant le numéro 218, disant qu'il va devoir s'expliquer. Mais quelqu'un intervient et dit que 218 était la victime. C'est Ryu qui explique qu'il avait été pris en otage et que c'est Z qui l'a sauvé. Clark regarde le tas de gars assommés par terre et il a l'air énervé que ces types se fassent toujours tabasser. Il dit alors qu'il veut poser une question à Z. Il veut savoir si, d'une manière ou d'une autre, il a utilisé du mana. Un peu désintéressé, Z répond peut-être. Mais alors Clark active son aura. Les prisonniers au sol se relèvent juste pour dire qu'ils n'arrivent pas à respirer, tandis que Ryu, qui était encore debout, s'effondre au sol. Là, ça devient logique. Mais malgré tout ça, mec, notre gars reste là, debout, intact, à l'intérieur d'une barrière de mana. C'était l'un des traits de rang S, la résistance à la suppression. Il a enfin compris. C'était une capacité d'immunité mentale. Le gars est tellement imbu de lui-même qu'il dit que tout s'explique. Il a atteint le sommet sur Terre, a remporté 27 combats d'affilée au plus haut niveau mondial. Il n'y a aucune chance qu'une personne médiocre d'un monde comme celui-ci puisse jamais lui faire peur. Clark, en revanche, n'aimait pas voir le gamin encore debout. Il est en train de perdre la tête. Il veut savoir comment diable un salaud sans mana peut encore résister à ça. Le gars dégage encore plus d'aura et commence à forcer davantage. Un peu plus, et il se ferait sûrement dessus. Mais la résistance à la suppression de rang S, c'est absolu, mec. Et avec sa main sur la hanche, il est complètement détendu. L'expression de Clark change. Il n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Le reste des gardes le supplie d'arrêter, disant qu'à ce rythme, tout le monde ici va mourir. Soudain, Clark désactive son aura. Fixant Z du regard, il lui dit qu'il ferait mieux d'essayer de se calmer. Sinon, à tout moment, il va lui trancher la gorge. Il lance un dernier regard au garçon et se détourne, disant à tout le monde de retourner au travail. Mais là, Z lui dit d'attendre une seconde et qu'il a quelque chose à dire. Il dit qu'il en a marre de faire cette stupide corvée d'empiler des pierres et qu'il en a plus qu'assez de cette bande de prisonniers qui l'attaquent. Et c'est pour ça qu'il compte en finir une bonne fois pour toutes. Ryu demande de quoi parle ce cinglé, ce à quoi Z répond qu'il veut rejoindre le couloir de la mort. Mec. Clark lui demande s'il se rend compte de ce qu'il dit. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il pourra revenir plus tard. Mais notre gars dit que Clark peut même l'enregistrer dans une boule de cristal s'il veut. Il ne compte pas reculer. Clark répond « Parfait alors » et demande à quelqu'un d'apporter un objet d'enregistrement. Aussitôt, Z déclare que maintenant qu'il est dans le couloir de la mort, il veut demander son dernier repas. Il veut un steak d'oiseau, une portion assez grande pour lui remplir le ventre. On dirait que c'est quelque chose de vraiment cher, parce que la tête des gardes en dit long, mec. Ils disent que c'est de la folie. Évidemment, ce steak de première qualité n'est préparé que dans l'Empire du Sud. Dans le jeu, c'était l'un des aliments les plus rares que l'on pouvait consommer, assez délicieux pour restaurer même la force perdue avec l'âge. Certains en mangeaient, même en plein combat, pour se booster et remporter la victoire, mec. Mais notre gars, lui, semble prévoir d'en faire des réserves. Je ne comprends pas. Voyons ce qu'il mijote. Il dit à Clark qu'étant donné la famille dont il est issu et la valeur de sa vie, c'est une demande raisonnable. En plus, il prévient qu'il sait à quoi ressemble le vrai produit, donc s'ils essaient de le tromper, tout l'accord sera annulé. Ryu, lui, veut savoir pourquoi ce cinglé cherche à mourir. Puis Z dit qu'il avait oublié son ami. Ils sont tous les deux dans le couloir de la mort maintenant. Le personnel hésite, mais Clark intervient et dit de suivre les ordres. Puisqu'il s'agit de la vie d'un Arahan, ça en vaut la peine. Notre héroïne les remercie, tandis que, évidemment, Ryu panique, voulant savoir pourquoi il est embarqué là-dedans. Scène suivante, il est dans sa chambre en train de se préparer. Apparemment, rien que trouver ce steak prend plus d'une semaine. Notre garçon profite de ce temps pour continuer à s'entraîner. Ryu, en revanche, trouve que ça n'a aucun sens. Il va mourir de toute façon, alors pourquoi s'embêter à faire de l'exercice? Z révèle alors un petit système spécial. 100 est le nombre maximum pour n'importe quel attribut, et toute l'expérience restante est transférée dans celui qui n'a pas encore été amélioré. Et comme il a 100 dans tous les autres attributs, évidemment, toute l'expérience qu'il gagne va dans la mana. Évidemment, toute l'expérience qu'il gagne est convertie en mana. En plein milieu de tout cela, un garde arrive, appelant les deux, et Z célèbre déjà, disant que c'est enfin arrivé. Le repas, le steak extrêmement rare, est en train d'être préparé. Dès que Yuk, le bœuf prend une bouchée, il pleure d'émotion, disant qu'il n'a jamais rien mangé d'aussi bon de sa vie. À cela, Z répond « N'oublie pas, c'est grâce à moi. » Certains des effets négatifs de statut de notre héros sont en train d'être partiellement effacés. Il sent qu'une partie de l'expérience qui était bloquée entre enfin dans son corps. Pendant ce temps, quelqu'un entre dans la chambre de Clark et annonce que le banquet a commencé.
Il se réjouit et ordonne à ce que personne ne s'approche des deux, tout en se demandant ce qui a bien pu se passer ce jour-là. Le garçon n'a pas résisté, et pourtant Clark a ressenti quelque chose d'étrange. C'était comme si sa magie ne résonnait pas. Même s'il est à la retraite, il reste un chevalier de 5 cercles. Un jeune mage sans mana ne devrait pas être capable de faire une chose pareille. Il a dû se passer quelque chose de terrible ce jour-là. Mais aujourd'hui, il est certain qu'il obtiendra les informations dont il a besoin. En regardant le bracelet, il est sûr que l'humiliation sera des centaines de fois pire. Un peu plus tard, le banquet est terminé et ils sont tous les deux repus. Ryu dit qu'il est prêt à mourir, mais notre héros répond que, malheureusement, lui ne l'est pas. Maintenant, son corps était plein d'énergie et de force, la même sensation qu'il avait lorsqu'il passait toute la journée à frapper le sac de sable. La porte s'ouvre et il se retourne, disant qu'ils sont enfin arrivés, demandant déjà à Clark ce qu'il compte faire maintenant qu'ils ont tout mangé. Clark commence à dire quelque chose, mais notre garçon lui dit d'essuyer ce sourire triste. Il devrait être déçu. Il n'en restait même pas un petit morceau. Clark, cependant, devient de plus en plus énervé, disant que ce salaud se croit trop important juste à cause de sa lignée. Mais tout va bien. Il pose une main sur son épaule, pensant que ce n'est pas grave. Il va faire succomber le garçon à l'agonie aujourd'hui. Pauvre vieux, 40 ans, qui a du mal à gérer un adolescent. Ah, maintenant c'est révélé. Clark veut profiter de la présence de quelqu'un de la famille Arahan pour soutirer des informations. Le moindre détail sur le fonctionnement de cette famille vaut beaucoup d'argent. Il active alors le pouvoir du bracelet et Zed le remarque instantanément. Cet homme est un outil magique. Clark demande ce qu'il pense de cette sensation. Mais bien sûr, Zed reste là, parfaitement calme. Ryu est presque en train de s'évanouir et s'effondre sur le côté. Puis Zed dit à Clark qu'il devrait se comporter un peu mieux. Clark perd son sang-froid et attrape Zed par les épaules avec ses 2 mains. Mais il ne se passe rien. Zed lui donne simplement une petite tape sur la main. Et maintenant, apparemment, le combat est sur le point de commencer, parce qu'il dit à Clark qu'il l'avait prévenu de se calmer. S'il voulait tuer quelqu'un, il aurait dû le faire correctement et pas juste continuer à se plaindre. Clark, cependant, est complètement déboussolé, ne comprenant pas pourquoi son outil magique ne fonctionne pas. Cela ne serait possible que si le gamin avait un cercle magique au-dessus du sien. Mais à son âge, c'est impossible. Ça n'a absolument aucun sens. Ce qui ne laisse qu'une seule autre option. Il doit posséder une sorte de lignée des Arahan qui annule les pouvoirs. Clark, mec, pour atteindre le 5e cercle, il a dû s'entraîner et pratiquer dur toute sa vie. Mais même un mage raté, rejeté par la famille, peut résister à cet artefact. Soudain, l'objet s'éteint et Zed demande s'il va enfin arrêter avec ses idioties. Apparemment, Clark abandonne de le menacer et baisse simplement la tête, disant qu'il peut résister autant qu'il veut. Maintenant que le décret est tombé de la part de Sa Majesté, il sera exécuté demain matin. Il devrait profiter de sa dernière nuit dans ce monde. Un peu plus tard, dans sa chambre, il prend des notes. Même s'il n'a pas pu apprendre grand-chose, il écrit tout ce qu'il sait. Le problème, c'est qu'il s'endort, épuisé. Sa mana a été utilisée jusqu'à la limite pour activer cet artefact. Il veut finir le rapport, mais le stylo lui échappe des mains. Un peu plus tard, Ryu se réveille dans la chambre et Zed veut savoir s'il se lève enfin. Il lui dit d'arrêter de se plaindre, même s'il a la nausée ou envie de vomir. Mais notre gars le complimente, disant qu'il a vraiment des mains rapides. « Ah, mec, je n'allais rien dire, mais j'ai senti ce moment où il s'est penché en avant pour tomber. C'était louche. Je me suis dit, il est assis et tombe en avant, il se relève juste pour retomber. Bizarre, non? Mais maintenant, voilà la raison, mec. » Notre gars le félicite, disant qu'il a bien fait. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait été de la folie. Mais lui, il était vraiment discret et sournois. Ryu, cependant, dit que ça n'a marché que parce que Zed a distrait Clark, et il veut savoir s'il va vraiment bien après tout ça. Notre gars dit que oui, et puis Ryu ajoute qu'il y a définitivement quelque chose de louche chez lui. À ce moment-là, Zed décide d'ignorer ça et de vérifier son statut. La mana est toujours à 0, mais maintenant tout le reste est descendu à moins 40, ce qui veut dire qu'il est un peu plus fort. Ce steak a vraiment fait la différence. Son corps devient de plus en plus agréable à habiter, et il n'ose même pas imaginer à quel point ce sera bien avec des stats à 100%. Ensuite, il dit à son ami qu'ils vont devoir s'échapper ce soir. Donc s'il s'est remis, c'est le moment. Ryu dit que c'est de la folie. Clark va les remarquer d'une seconde à l'autre. Mais notre gars, évidemment au courant, dit de ne pas s'inquiéter. Il dort, probablement. Ryu est curieux, mais la raison est évidente, non les amis? Ce bracelet que Clark a utilisé puise une quantité absurde de mana dans le corps, mais il provoque une grande fatigue juste après. Et comme Zed a vu l'objet s'éteindre plus tôt, il sait que le gars dort, tout ça grâce au fait qu'il a été emmené dans cette pièce et que ce type se promène avec les clés. Le plan était simple. Le moment de partir est arrivé et les deux se lèvent. Ryu hésite, mais notre gars lui dit que le plus dur est déjà fait. Il donne un coup de pied dans les barreaux et il tombe direct, mec. Ce n'est pas quelques morceaux de métal qui allaient l'arrêter. Évidemment, à l'extérieur, les premiers gardes réagissent déjà, voulant savoir ce qu'ils croient faire. À cela, Zed répond « Ce n'est pas évident, mec, je me barre d'ici. » Ils n'ont même pas vu ce qui les a frappés et les deux sont déjà dehors, courant à travers la cour. Mais il s'avère que ces fichus gardes organisés sont déjà alignés à la porte. Oh, les pauvres types qui sont venus pour l'arrêter, sérieux. Regarde juste le gars au milieu. Frérot, t'as aucune chance. Les gardes tirent sur Zed pour l'arrêter, mais Zed fonce tout droit, effrayant Ryu.
Le premier gars sur son chemin a l'air d'avoir 6 gosses de l'âge de Z. Il passe en courant, esquive facilement, puis pose sa main en plein visage du type, projetant un garde contre un autre, comme s'il jouait au bowling avec des mecs. Les pauvres gardes sont déjà tous à terre, pliés et tordus. Avant que le deuxième ait pu réagir, bam, un coup direct dans la jugulaire, une tape nette qui lui a coupé le souffle. Z continue d'avancer par la droite et maintenant les autres se font littéralement dévorer. Il donne un coup de pied au premier gars qu'il a jeté, tandis que ceux derrière sont plus occupés à se défendre qu'à attaquer. Un idiot tente un coup d'épée, mais Z se baisse et lui assène un coup de talon directement dans les côtes. Le gars est pratiquement tombé sur ses pieds. Z a même bloqué le coup d'épée suivant avec une main posée au sol. Un autre coup de pied. Sérieusement, ce type est le roi du taekwondo. Un autre idiot a fini la tête la première dans la terre et 2 autres pauvres types sont arrivés par derrière. Et regarde la tête de ce taré, hein? Il s'amuse comme toujours. Je ne sais même pas ce qu'il a fait, mais il a donné un coup de pied à un gars qu'il a envoyé valser contre l'autre. Pendant ce temps, Ryu n'en croit même pas ses yeux. Un peu plus tard, regardez juste la tête de Clark maintenant, complètement abasourdi. Il se rend compte qu'il s'est endormi au pire moment possible. Ses gars sont tous étalés par terre, en train de supplier qu'on leur pardonne. Malheureusement, le numéro 218 s'était échappé. Évidemment, il donne immédiatement l'ordre de lancer la chasse. Mais la scène se déplace maintenant vers un hôtel dans un village près du centre de détention. Ryu regarde autour de lui, vérifiant si quelqu'un arrive. Évidemment, lui et notre gars se font beaucoup remarquer avec ses uniformes oranges. Au moins, Ryu connaît toute la région, alors il commence à faire visiter Z et à lui expliquer comment les choses fonctionnent. La première chose qu'il devait faire, c'était de mieux se fondre parmi les habitants, alors ils sont allés fouiller dans la planque d'un mendiant pour lui voler ses vêtements, mec, en disant que c'était la meilleure façon de se cacher. Ryu dit qu'il va aller chercher à manger, et notre gars lui demande comment, puisqu'ils n'ont pas d'argent, mais le petit voleur est un fanboy, non, mec? Il va le voler sans problème. Et il dit même à Z d'attendre là comme un personnage secondaire, il revient tout de suite. 1 ou 2 heures plus tard, notre gars a un œil d'une couleur différente. C'est parce que le voleur lui a même ramené une lentille de contact. Ils sont dans la région du Sud où les gens adorent l'ancien héros, et c'est pour ça que les yeux bleus sont un peu à la mode. Notre gars suppose que c'est peut-être à cause du clan auquel appartenait le personnage principal, Torres Barol. C'était la famille Sword X, et leurs ennemis, évidemment, étaient des Arrow Hands. Tout comme ils se détestaient et étaient opposés, même la couleur des yeux était différente. Et évidemment, pour cette raison, il ne pouvait pas se balader en exhibant ses yeux rouges brillants. Quelque temps plus tard, il se retrouve dans une cabane en forêt. C'est un peu comme dans The Beginning After the End, où le protagoniste se perd dans la forêt avec la fille Elf. Sauf qu'ici, dans ce cas, c'est avec le fanboy à la place. Et ce n'est que maintenant que la réalité commence à rattraper Z. Il se demande comment diable il a pu se retrouver à l'intérieur d'un jeu et dans quelle situation il est, où il doit maintenant dormir dans une écurie. Mais le fou dit qu'au moins, la vie est amusante. Ce que Z veut vraiment savoir, c'est pourquoi ce type complètement dingue, Ryu, est toujours collé à lui. En plus, il semblait que le gars n'arrêtait pas de l'appeler personnage secondaire, ce qui n'avait aucun sens. Il a encore besoin d'aide, donc il va garder Ryu près de lui pour l'instant, mais il doit rester prudent. Il ne le connaît pas encore bien. Il ne sait pas combien de temps il pourra faire confiance à cette personne. Aïe mec, notre gars est tout seul, hein? Mais en même temps, ça se comprend, non? Il avait 40 ans, passait tout son temps à se battre et à jouer à des jeux. Il n'y avait pas une seule âme dans cette maison. Le lendemain matin, il se réveille et il est déjà impressionné que tout cela n'ait pas été un rêve. Ryu dit qu'il est impressionné qu'un noble comme Z puisse dormir dans un endroit pareil. Z lui demande s'il aime cet endroit et son ami répond juste un truc évident. Pas vrai, frère? Quand on est pauvre, il n'y a pas de notion d'aimer ou pas. Tu dors là où tu peux. Même si notre gars a pris la vie de ce type en cours de route, il était aussi super riche dans sa vie précédente et comme un bon capitaliste, frère, il se lève et dit qu'il est temps de gagner de l'argent. Tu ne peux pas monter de niveau et devenir fort si tu n'as même pas un endroit où dormir ou manger. Ryu dit que ça va être vraiment difficile. Ils sont clairement traqués par Clark et ils vont bientôt être retrouvés. Z demande s'il parle de voler, mais notre gars dit que c'est impossible. Il n'y a aucun moyen de voler assez pour devenir riche dans un endroit comme celui-ci. D'abord, il devrait gagner de l'argent de manière juste et honnête. En d'autres termes, l'arène, pas vrai les gars? Et nous voilà dans l'arène souterraine où le sable vole et où c'est face à face, front contre front. Regarde ce petit sourire suffisant. S'il y a bien un endroit où il se sent chez lui, c'est ici. Et maintenant que j'y pense, est-ce que ce type ne ressemble pas un peu à une version masculine de Mikasa dans l'Attaque des Titans? Petit foulard, cheveux noirs, on dirait Mikasa. Incroyable. Et les voilà, mec, dans la foule, au cœur de la folie des combats. Ryu, bien sûr, dit déjà qu'il doit penser à un truc bizarre, parce que ça doit être le mauvais endroit. Mais le fou dit, pas du tout, cet endroit est parfait. Mec, le gaz est en train de mordre l'épaule de quelqu'un. Mais ensuite, bam, il se prend un coup de poing canon en pleine bouche. C'est de la baston pure. Aucune règle ici, mec. Des coups de poing dans les côtes, des morsures partout où tu peux l'attraper. C'est le chaos. La foule acclame, adore ça, pendant que Ryu est horrifié et que notre gars célèbre. Le niveau du combat était meilleur que ce à quoi il s'attendait. Il pensait que ce serait une bande d'amateurs, mais il s'avère qu'ils ne sont finalement pas si mauvais.
Puis Yujiro Hanma version Walmart débarque en courant et en colle une belle au gros gars. Le type souffre un instant, en fait plus qu'un instant, parce qu'il se prend toute une série de coups. Ryu est paniqué, il dit à Z de reconsidérer la situation, mais il remarque alors que son ami a disparu. Tout le monde dans le public panique, frère. Hanma a du sang sur les mains, mais regarde qui est là, tenant son bras. C'est Mikasa. Attends, je veux dire Z, qui lui dit d'y aller un peu plus doucement. Yujiro version Walmart reste là, complètement perdu, frère. Bien sûr, Ryu pense déjà que le gars a perdu la tête, et les filles dans la foule se disent qu'on est au 21e siècle, demandant à l'arbitre s'il a été payé pour laisser quelqu'un mourir. Yujiro arrache son bras de la prise de Z, lui demandant s'il se prend pour un noble et s'il a une envie de mourir. Mais mec, Z répond « Absolument pas. Il devrait pouvoir voir rien qu'en le regardant qu'il n'est qu'un gamin des rues. » Puis la foule s'énerve, disant à Yujiro de tabasser le morveux qui interrompt le combat. Z dit que ça lui va, alors il prendra ses responsabilités avec un combat qui divertira tout le monde. Évidemment, Ryu ne pense pas que ce soit une bonne idée et commence à s'énerver, débitant 1 million de choses à l'oreille de Z. Mais Z lui dit de se calmer, expliquant que tout ce que son ami a à faire, c'est de parier tout ce qu'il a sur lui pour ce combat. Ryu ne veut pas, mais Z lui rappelle « Mec, cette viande qu'ils ont mangée était bien trop bonne. » Alors après ce combat, ils vont avoir un autre festin. Le voilà, face à face. L'autre gars dit qu'il admire le gamin d'être aussi cinglé. Au moins, il n'a pas l'air effrayé. Mais alors, quelque chose attire son attention. La posture du gamin était dynamique, sa respiration semblait régulière, et il le fixait avec une aura meurtrière. Clairement, sa posture était meilleure que celle de n'importe qui d'autre qu'il ait jamais vu sur ce ring. Soudain, c'est Yujiro qui se met à trembler, se disant que c'est impossible d'avoir aussi peur d'un gamin. Il décide de foncer en se disant que rien de tout cela n'a de sens, mais il se prend immédiatement un coup de poing canon en pleine joue. Et boum, le robinet à nez s'ouvre. Et Z joue même les coachs, disant au gars « On ne commence jamais un combat en lançant un coup de poing derrière l'épaule. » Il commence déjà à enchaîner les coups sur le pauvre gars qui essaie d'esquiver, mais continue de se faire toucher en plein menton. Notre gars explique qu'il faut toujours garder le bras en avant. Cela sert à la fois pour la défense et l'attaque. Pauvre Yujiro, il se prend une rafale de coups de poing en pleine figure. Z garde simplement ce bras en avant, défense et attaque. Le visage de Yujiro est tout enflé, tandis que Ryu garde les yeux fermés, en train de prier. Et il les ouvre lentement, juste à temps pour voir le pauvre idiot déjà agenouillé dans la poussière. Pendant ce temps, Mikasa est là-bas, tout sourire. Hein, frérot? Ryu n'en revient pas, mais je ne comprends pas comment il peut être surpris. Tu n'as pas vu Z mettre à terre toute une prison remplie de gens? Pauvre Yujiro, vraiment. Il essaie d'ouvrir les yeux, mais il ne voit que des formes floues. Il n'arrive pas à croire qu'il va perdre contre un gamin comme ça, devant tout le monde. Il tente un dernier coup de poing, mais Z l'esquive facilement et recommence à le tabasser. Un dernier coup net en plein milieu de l'arène et il s'effondre sur le dos. Notre gars se tourne déjà vers l'arbitre et lui dit d'arrêter le combat. Il a gagné. Mais attends, mec, on est dans une maison de paris, ici. Et le type sait que s'il déclare Z vainqueur, beaucoup de gens vont être furieux. Mais il n'a pas vraiment le choix. Yujiro ne se relève pas. Donc voilà, Z est déclaré vainqueur. Évidemment, le prétentieux dit que le combat n'a même pas suffi à l'échauffer. Un peu plus tard, avec un sac de pièces à la main, il demande à son ami pourquoi il n'y a que ça. En théorie, il y avait 60 personnes qui pariaient contre lui et seulement une en sa faveur. Le gars des paris dit que le calcul est correct. Il a suivi le processus à la lettre. Z insiste, avec la somme qui a été misée, ça aurait dû être bien plus. Il appelle Ryu et rien qu'à voir sa tête, c'est évident qu'il n'a pas tout misé, mec. À ce moment-là, quelqu'un de grand s'approche, une longue chevelure bleue avançant vers eux. Et là, on peut déjà voir le talent du compteur. Hein? Petite robe rouge. Le seul problème, c'est qu'elle a une tête de méchante. Genre, il n'y a aucune chance qu'elle devienne l'amie de notre gars. C'est évident qu'elle n'apportera que des ennuis. Elle s'approche en disant qu'elle veut discuter un peu, mais lui demande juste « Qui es-tu » Sérieusement, le monde n'est même pas moderne, mais celle-là a déjà fait des retouches. Regarde-moi la taille de cette lèvre inférieure. Elle dit que s'il ne sait pas qui elle est, c'est que c'est sa première fois ici. C'est la propriétaire de l'arène, connue sous le nom de Erna. Mais Z passe déjà devant elle, disant que c'est bon à savoir, mais qu'il n'a pas envie de discuter. Ryu remarque déjà que ça ne va pas bien finir. Et deux types gigantesques, mec, bloquent déjà le passage comme un mur devant notre gars. Et avec audace, il lève la tête à 90 degrés et demande si tout le monde veut finir par terre. Les mecs à la mâchoire d'acier sont tous paumés, pensant que le gamin est devenu complètement fou. Derrière lui, Erna dit que le guerrier qu'il a vaincu venait de la grande ville. Il doit comprendre ce que cela signifie. Elle va le laisser partir aujourd'hui, mais il peut être sûr qu'ils se reverront dans un endroit bien plus détendu. Oh là là, celle-là est dangereuse. Elle joue à ce genre de jeu dangereux. Cours, garçon. Et elle dit qu'elle aime vraiment les garçons très forts. Aïe. On dirait qu'il s'en est bien tiré quand même, parce que nous voilà le lendemain dans un bar et Ryu est épuisé, disant que Z est complètement fou d'avoir agi aussi sûr de lui devant cette femme. Il doit comprendre, c'est elle qui dirige tout cet endroit. Mais notre gars dit qu'elle ressemble juste à une vieille renarde accro à l'argent. Ryu dit qu'il a raison à ce sujet. Ici, on l'appelle la renarde, ce qui veut dire qu'elle a probablement essayé de se rapprocher de lui pour en tirer un avantage.
Mais bon, ce n'est pas la première fois que Z est considéré comme un génie. Dès qu'il a commencé à devenir célèbre et à gagner plein de combats, il a reçu des millions d'appels. Tout le monde lui proposait des contrats et des possibilités à l'infini. À l'époque, il était un peu plus naïf et s'est fait arnaquer plusieurs fois. Mais par un pur coup de chance, il a trouvé son manager, celui qui a fait de lui un champion. Évidemment, tout cela lui a appris très clairement ce qu'il fallait pour atteindre le sommet. Puisqu'il l'a traité de vieille renarde pour sa sagesse, ils allaient bientôt découvrir qui était vraiment le plus sage. La viande raffinée qu'ils avaient recommandée est servie. Ryu veut déjà se jeter dessus, mais notre gars lui dit d'attendre. De toute évidence, ils étaient en train de se faire arnaquer. C'était loin de la qualité qu'ils avaient recommandée. Ce n'était pas ce steak ultra rare, sinon ils ne pourraient pas en servir à tout le monde dans le bar. Ryu dit « Peu importe, j'ai faim. Une fois que le steak est dans ton ventre, c'est tout pareil. » Mais Z dit que s'ils ont payé pour un steak de birdie, c'est exactement ce qu'ils vont avoir. Il appelle un des serveurs qui lui dit aussitôt que s'il compte se plaindre, il ferait mieux de partir parce que personne n'aime sa présence ici. Z ignore complètement ce que le type vient de dire et répond simplement « Ce steak est faux. Tu ferais mieux d'apporter le vrai avant de te plaindre de moi. » Le serveur lui demande s'il a perdu la tête. Notre gars lui dit d'appeler le patron. Et maintenant, le type est certain que ce gamin des rues est cinglé. Mais il dit « Très bien, si tu veux vraiment rencontrer le patron, alors suis-moi. » Évidemment, ça ne mène à rien de bon. Dans le bureau du patron se trouve un gros type et une bande de sbires déjà en train de pointer des couteaux vers la porte. Le type demande si c'est lui le client qui cause des problèmes, ce à quoi Z répond simplement que ceux qui causeront des problèmes, ce sont les gens qui vendent des trucs faux dans cet endroit. Le gros envoie le premier sbire en avant, disant que le gamin ne comprend pas la situation dans laquelle il se trouve. Mais Z sourit déjà, encore une petite bagarre à savourer pour lui. Les gars du bar, les pauvres, se précipitent tous juste pour se prendre des coups en pleine figure comme d'habitude. Un autre se fait casser le bras, puis un coup dans le cou d'un, il esquive un autre, place un coup net et balance le type sur le dos. Le gros patron, qui fêtait ça au début, commence déjà à voir la situation tourner mal pour lui. Tout le groupe est allongé par terre avec quelque chose de cassé et Z se tient debout au milieu d'eux tous. Ryu leur dit de faire attention, que c'est ce gamin qui a mis KO Yujiro de chez Walmart. Et apparemment, le gros avait entendu une histoire similaire, mais pensait que ce n'était qu'une rumeur. Maintenant, il veut savoir, qu'est-ce que Z veut? Les gars s'approchent et disent qu'en réalité, il est plutôt raisonnable. D'abord, ils vont lui rendre l'argent qu'il a payé. Ensuite, ils vont payer le steak qu'il a mangé au prix du vrai steak birdie. Le gros hurle, disant que ce ne sont qu'une bande de petits escrocs. Mais il est probablement fichu, hein mon pote? Parce que la nuit tombe et Ryu est au lit, tout content, en train de fêter ça et de dire qu'il n'a jamais dormi dans un endroit aussi moelleux. Il se tourne alors et félicite notre gars, disant qu'il est vraiment incroyable, comme on pouvait s'y attendre d'un noble issu d'une famille puissante. Z dit qu'il est facile de négocier quand on a du pouvoir, n'est-ce pas mon pote? Et sur ce, une autre nuit tombe. Comme toujours, mec, Ryu est là avec cette expression étrange sur le visage, en pleine nuit, sorti de nulle part. Soudain, il se lève et appelle Z. Il demande s'il est prêt. Notre gars ne répond pas, alors Ryu se lève et s'en va. Mais évidemment, un mec, Z était réveillé tout le temps et a tout vu. Quelques jours passent. Ryu entre dans la pièce en disant qu'il meurt de faim et veut savoir à quelle heure ils sortent manger. Z, comme toujours, s'est entraîné toute la journée. Ryu demande comment c'est possible qu'il ne prenne même pas une seule pause. Le protagoniste se lève et jette un œil à ses statistiques. Il dit que, malheureusement, elles n'augmentent plus. Peu importe combien il s'entraîne ou vérifie, la mana reste bloquée à 0. Peut-être que c'est parce qu'il passe de rien à 1, non? C'est la partie la plus difficile. Ça prend un peu plus de temps. Il se tourne vers Ryu, disant que l'entraînement est terminé et qu'il est temps d'aller prendre un steak au petit déjeuner. Cela fait 3 jours qu'ils n'y sont pas allés, laissant ainsi le temps aux employés de se remettre. Parce que les dernières fois où ils y sont allés, ils ont mangé 10 portions et au final, le personnel a dû les payer. Puis Z demande à Ryu combien de pièces il leur reste. Il répond qu'ils sont presque à sec parce que le coût de la vie dans cette ville est incroyablement élevé. Z dit qu'il comprend. Mais, mec, la vérité, c'est que c'est un jeu auquel il a joué pendant 10 ans. Il connaît très bien l'économie. 50 pièces d'or, ce qu'ils ont gagné, ce n'est pas le genre de somme qu'on dilapide en quelques jours comme ça. Peut-être que Ryu pense qu'il est idiot, juste un noble qui ne comprend pas comment fonctionne le monde. Et maintenant, Z veut savoir, est-ce de la cupidité? Qu'est-ce qu'il cache? Ou bien a-t-il une sorte d'addiction? Pour l'instant, il va continuer à faire semblant de n'avoir rien remarqué, car il n'a vu aucun signe de trahison. Mais tôt ou tard, il va devoir comprendre pourquoi. Déjà au bar, l'un des gars ouvre la porte et dit au patron qu'ils sont là et que cette fois, ils ont un plan, mec. Il dit au gars de s'assurer que tout le monde est prêt. Dès que notre gars arrive, il est accueilli par un banquet aux chandelles. Le serveur dit qu'il espère que notre gars se sentira comme chez lui. Évidemment, Z trouve déjà ça bizarre et veut savoir pourquoi ils sont soudainement si amicaux. Au moment où ils sont entrés, il a regardé autour de lui, sans repérer d'assassin. Le restaurant avait l'air exactement comme d'habitude. Coupant court à ses pensées, Ryu a enveloppé un morceau de viande dans de la laitue et lui a dit d'en prendre une bouchée. Notre gars lui a attrapé la main et a dit « D'accord, almost. Il allait manger, mais il garderait un œil sur tout ce qui les entourait. » Mais évidemment, dès qu'il y goûte, il sent que quelque chose ne va pas et dit à Ryu de recracher.
Il le recrache immédiatement, bien sûr, voulant savoir de quel genre d'absurdité empoisonnée il s'agit. Z dit que la quantité est faible. Ça ne va pas les tuer, mais il se passe clairement quelque chose. Il ouvre son écran de statut et comprend maintenant pourquoi le personnel était si amical. Évidemment, avec une résistance absolue au poison, il ne lui arrive rien. Mais le problème, c'est qu'après en avoir mangé beaucoup, il finirait par mourir quand même. Ryu veut savoir s'il est vraiment sûr que c'est du poison. Il n'a rien senti, n'a rien remarqué, alors pourquoi ne peuvent-ils pas le manger? Z répond simplement que c'est parce qu'il est un Arahan, juste pour changer de sujet, ce qui énerve Ryu. Il dit « Ah, c'est comme ça? Ce snob c'est vraiment d'un autre niveau. » C'est alors que le protagoniste sourit, disant qu'il est temps de faire payer ces types pour avoir tenté un coup pareil. Un peu plus tard, le patron arrive, visiblement furieux, voulant savoir ce que les gamins lui veulent. Z est assis au fond de la table et dit qu'il est simplement curieux et qu'il a quelques questions. Mais le patron remarque que toutes les assiettes sont vides, donc ils ont tout mangé et le poison devrait faire effet d'une seconde à l'autre. Mais il dit alors qu'il n'est pas là pour répondre à quoi que ce soit. Il n'a pas l'intention de parler à des gens qui veulent juste lui soutirer de l'argent. Z répond que, comme il peut le constater, le patron se trompe complètement sur la situation. Il dit à Ryu de donner un peu de viande à leur ami pour qu'ils puissent discuter autour d'un repas. Évidemment, Ryu tend ce rouleau de viande qui doit traîner dans sa main depuis environ 40 minutes et le gros type reste là, attendant de savoir pourquoi on lui propose un truc pareil. Notre gars dit que c'est une offrande de paix. Si le type accepte de la manger, alors il acceptera n'importe quelle condition par la suite. Le chef dit que ça ne l'intéresse pas. Il n'a aucune intention de faire la paix avec le gamin. Z veut savoir si le type aime vraiment lui donner de l'argent ou s'il y a une autre raison pour laquelle il ne veut pas manger ça, comme par exemple si c'était empoisonné. Le gars un peu rond bégaye en essayant de répondre et Z dit déjà qu'il s'est trompé en pensant qu'il allait s'en sortir facilement. Il donne un coup de pied dans la table et toute la viande qu'ils étaient censés manger tombe par terre. Z dit qu'il avait été indulgent mais que des ordures comme lui aiment vraiment souffrir, hein? Malgré tout, le gros tape contre le mur en disant qu'il n'y a pas de poison et que s'il montre une preuve, il l'admettra. Notre gars s'approche de son œil et enlève la lentille de contact, disant que c'est toute la preuve dont il a besoin. En voyant l'œil rouge, le type comprend tout de suite qu'il est un Arahan. Il tombe sur les fesses, complètement terrifié, persuadé qu'il va mourir. En une seconde à peine, il est déjà à genoux, suppliant qu'on lui pardonne, disant qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à un noble. Le type sanglote, désespéré, voulant savoir pourquoi un gamin issu d'une telle famille traîne dans la rue en se faisant passer pour un mendiant. À ce moment-là, Z a compris quelque chose. Le nom Arahan avait bien plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait. Il demande au gros s'il fera tout ce qu'il lui dit, ce à quoi l'homme répond « oui ». Z pose comme première condition qu'il ne doit parler à personne de son identité. Le type accepte. Ensuite, Z énonce la deuxième condition. Il doit lui remettre la moitié de tout son argent, et en échange, Z fera comme si rien de tout cela n'était arrivé. Apparemment, la famille Arahan est vraiment dangereuse, parce que je pensais que le gros allait dire « c'est trop ». Mais non, il accepte tout de suite et dit qu'il va chercher l'argent sur le champ. Il s'enfuit en disant qu'il vaut mieux remettre l'argent rapidement avant que le gamin ne change d'avis. Z remet les lentilles et Ryu le félicite, disant que son nom a vraiment fait peur au type. Il n'a même pas eu le courage de dire quoi que ce soit. Mais Z prévient déjà que ce sera leur dernière nuit dans cette ville. Mais regardez qui entre à ce moment-là, voulant savoir pourquoi tout le monde est si pressé. Les deux se retournent et voient Erna entrer, les bras croisés, disant qu'ils se retrouvent enfin. Elle félicite notre garçon, disant qu'il est encore plus impressionnant qu'elle ne l'imaginait. Maintenant, Z hésite, incertain qu'elle ait découvert qu'il appartient à la famille Arahan. Ce serait logique. Maintenant, Z hésite. Il n'est pas sûr qu'elle ait découvert qu'il appartient à la famille Arahan. Cela aurait du sens. Et il voit le gros type secouer la tête de gauche à droite pour dire non. Donc ce n'est probablement pas le cas, ce qui signifie qu'elle a peut-être obtenu des informations depuis la prison. Si le gros type découvre qu'il est un Arahan abandonné, l'accord sera annulé. Il doit donc conclure cela rapidement. Il dit « d'accord ». Il acceptera une conversation privée avec elle. Maintenant, face à la table, il lui demande pourquoi elle est ici ou pourquoi elle l'a cherché. Erna incline la tête sur le côté et dit qu'il se trompe encore. Elle n'est pas venue ici pour lui. Elle avait rendez-vous avec un client ici. À ce moment-là, Z réalise que ce client est Ryu, qui s'excuse d'avoir fait une chose pareille. Erna dit qu'elle est désolée, mais malheureusement, elle n'a toujours pas pu remplir sa part du marché. Ryu se lève, furieux, en disant que ce n'est pas ce qu'ils avaient convenu et qu'il a déjà payé beaucoup d'argent. Mais Erna répond qu'il est impossible de retrouver quelqu'un qui a disparu depuis si longtemps. Cette personne pourrait être vivante ou morte. Z comprend enfin ce qui se passe et dit qu'ils vont régler ça autrement. Puisqu'elle veut négocier avec lui, alors elle négociera avec eux deux. En d'autres termes, notre garçon l'aidera si elle résout d'abord le problème de Ryu. Erna le remercie et dit que sa demande va être très simple. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il affronte Walmert Yujiro une fois de plus. Ryu dit que c'est clairement un piège, mais à ce moment-là, Z accepte déjà, mec. La fille au visage gonflé repense déjà au passé, disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle tiendra sa part du marché. Un peu plus tard, ils marchent à nouveau dans les rues, et Ryu tient une petite bourse de pièces. Z lui demande pourquoi il fait cette tête. Ils ont gagné une tonne d'argent.
Mais Ryu s'excuse, disant qu'il n'a jamais voulu lui cacher des choses dès le départ. Comme elle connaît la ville et tous ceux qui y passent, il s'est dit qu'elle serait une bonne source d'informations. Mais oui, il aurait dû prévenir Z à l'avance. Z dit que ce n'est pas grave. D'ailleurs, il savait depuis le début que Ryu volait de l'argent. Ryu est un peu choqué qu'il le sache, mais Z dit ça juste pour qu'il ne se sente pas trop mal. Il vient seulement de comprendre que l'argent allait à Erna. Ryu veut savoir pourquoi il n'a rien dit. Et notre gars répond simplement que c'est parce qu'il s'en fiche. L'aide que Ryu lui avait apportée valait plus que ses pièces. Mais il précise qu'il ne laisse pas toujours passer ce genre de choses. À partir de maintenant, Ryu ferait mieux de ne plus rien lui cacher. Peu importe où il est né, il ne peut pas se comporter comme une ordure. Frérot, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es en train de dire que tous les pauvres sont des ordures, espèce de salaud. Viens ici que je t'en colle une. Mais Ryu a déjà les larmes aux yeux. Il s'excuse et jure qu'il ne recommencera plus jamais. Malgré tout, il supplie notre gars de ne pas participer au combat. Il pourrait simplement prendre l'argent et disparaître d'ici. Z demande comment il va obtenir des informations sur son frère s'il s'enfuit maintenant. Ce à quoi Ryu répond qu'il a déjà compris. Cette femme va encore les arnaquer. Z y réfléchit. Ryu n'est pas idiot, donc il est évident que s'il est allé voir Erna, c'est qu'il était désespéré. Il savait que c'était une mauvaise proposition, savait que les chances étaient faibles, mais il n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, cette fichue Erna était du genre à profiter des gamins désespérés et à les abandonner. Et oui, il admet qu'il a aussi eu envie de s'enfuir. Mais il a changé d'avis. Ryu le supplie de laisser tomber. Évidemment, il fait confiance aux compétences de Z maintenant. Mais malgré tout, Erna va forcément truquer quelque chose. Mais Z répond simplement que c'est justement pour ça qu'il veut se battre. Rien de mieux que de se débarrasser des ordures qui se mettent en travers de ton chemin. Il est certain qu'elle a tout fait pour préparer ce type, en utilisant toutes les tricheries possibles, juste pour que Z perde, ce qui rend la chose parfaite. Pendant ce temps, de retour à la prison, mince, j'avais presque oublié ces gars-là. Ils sont toujours en train de traquer notre garçon. L'un d'eux vient informer Clark que toutes les troupes sont prêtes. Il frappe la table du poing, disant que cette fois, ils vont enfin éliminer ce fichu rat qui se cachait juste sous leur nez. À partir d'aujourd'hui, ce fichu Arahan ne sortira pas vivant. 3 jours plus tard. Mais nous sommes en plein milieu de l'arène. Walmart et Yujiro lèvent les bras en l'air, annonçant qu'aujourd'hui, il va tuer le gamin. Z est stupéfait que ce type soit encore aussi confiant après s'être fait autant corriger. Et Ryu insiste toujours pour qu'il abandonne, disant qu'ils peuvent encore s'enfuir à tout moment. Mais les voilà, face à face. Le combat que tout le monde attendait, mon pote. Le gaz élégant qui virevolte contre le mendiant de la ville. Soudainement, pourtant, l'expression de tout le monde dans les gradins change. Et Ryu dit que les choses viennent de devenir sérieuses. Étrangement, le gars avait pris exactement la même posture que Z. Yujiro pense que Erna a intérêt à avoir un plan solide, et c'est la seule raison pour laquelle il est même revenu. Impossible qu'il y ait un Arahan sans mana. Ça n'aurait aucun sens. Mais il a été abandonné en prison, alors c'est peut-être pour ça. Il décide de foncer, disant qu'il va le découvrir par lui-même. Notre gars esquive la première attaque. Eh bien, maintenant, c'est Yujiro qui donne des conseils. Il dit qu'il a pratiqué ce que Z lui a dit et qu'il a vraiment remarqué que c'était utile. Notre gars esquive, impressionné que le type ait vraiment écouté ce qu'il a dit et s'est entraîné. Mais soudain, il remarque la façon dont le gars se positionne. Et bam, il lui envoie un coup sur le côté de la tête. Mec, Yujiro est resté tout tordu avec de la fumée qui sortait de son front. Mais d'un coup, il se met à sourire. Il dit que le perdant n'a vraiment pas de mana. Des gens dans la foule disent que, bizarrement, aujourd'hui il a l'air vraiment coriace. Tout le monde l'encourage en criant son nom. Mais Z savait déjà ce que c'était. L'Overbelt, un objet qui annule 90% des dégâts physiques, ce qui est juste absurde dans un combat comme celui-ci. Normalement, il est facile de battre quelqu'un qui le porte, puisqu'il suffit d'utiliser du mana. Mais dans le cas de Z, eh bien, il n'a pas de mana. Ryu est dans un coin, essayant de comprendre ce qui se passe, pourquoi ce type résiste aussi facilement aux attaques de Z. Il lui dit de faire attention. De toute évidence, cette femme a fait quelque chose, mais Z sourit. Il dit à Ryu de simplement regarder et de bien observer. Son ami ne comprend pas. Pourquoi diable sourit-il comme ça? Pendant ce temps, Yujiro demande s'il va abandonner. Soudain, Z laisse tomber ses épaules et dit qu'il est en fait surpris. Yujiro le remarque immédiatement. La posture de combat du garçon avait changé. Il allait demander quelque chose à Z, mais il s'est juste fait frapper violemment sur le côté de la tête. Même avec 90% de résistance, son oreille était déjà violette et commençait à devenir nécrosée. Un coup de pied dans le ventre. Il commence à tituber en arrière, ne comprenant pas comment il peut subir de vrais dégâts avec cette ceinture. Mais franchement, notre Z avait un large sourire sur le visage. Ce n'est pas tous les jours qu'il peut se battre en utilisant 100% de sa force. Chaque fois qu'il faisait ça sur le ring, en moins d'1 minute, l'autre gars était déjà inconscient au sol. À cause de ça, il n'avait jamais vraiment pu se donner à fond auparavant. Mais là, il y avait un gars debout devant lui, encaissant tous ses coups de pied et toujours sur ses jambes. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Et aussitôt, il a eu envie de lui donner encore plus de coups de pied pour ressentir à nouveau cette sensation. Yujiro lève les bras, convaincu qu'un autre high kick va arriver.
mais il se fait alors frapper violemment dans les côtes. Sa garde tombe. Il en prend un en plein visage. Il baisse la garde pour bloquer en bas et se fait toucher à l'estomac. Le pauvre gars ne savait même plus d'où venaient les attaques. C'était fini. Il ne pouvait même plus voir ce qui se passait dans le combat. Alors que Z lui dit de ne surtout pas s'effondrer maintenant, Yujiro essaie de dire qu'il abandonne et en prend un autre sur le menton. La foule est stupéfaite et maintenant notre héros brise la ceinture. L'objet vole en éclats. Yujiro sent un frisson lui parcourir l'échine et s'effondre à genoux. À ce moment-là, le protagoniste lui demande pourquoi il ne se relève pas. Mec, Yujiro était sur le point de s'excuser à nouveau et de dire qu'il abandonne, mais il reçoit encore un coup en plein visage. Z ne le laisse pas prononcer le mot « abandonner ». Ce n'était encore loin d'être suffisant. Mais à ce moment-là, Yujiro voit quelque chose d'étrange. La lentille de contact de Z était en train de se briser et il pouvait voir l'œil rouge en dessous. Le gars allait prononcer le nom Arahan, mais il s'est évanoui net, tombant en arrière. Soudain, le protagoniste ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme une sorte d'énergie étrangère qui parcourt son corps. Il décide d'ouvrir la fenêtre du système. Et mec, comme tu t'en doutais, enfin, sa mana était passée de 0 à 1. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour lui, la sensation était bien meilleure que prévu. Parce que oui, il a un talent d'archimage de rang S. Et ça fait toute la différence. Mais alors, il remarque, étrangement, que tout l'endroit est devenu silencieux. Ryu arrive en courant et demande pourquoi il a enlevé les lentilles. Z, mec, il se pointe du doigt et demande « Est-ce que tout le monde peut voir mon œil ?» Et Ryu répond « Évidemment ». Non seulement ça, mais son œil paraissait encore plus rouge maintenant, presque lumineux. Depuis les gradins, tout le monde l'a reconnu instantanément et a crié le nom A-R-A-H-An. Personne n'avait le moindre doute. Ils se sont tous mis à courir, mec, en criant que quiconque croise ce regard meurt. Mon Dieu, qu'est-ce que sa famille a bien pu faire dans ce monde, sérieux. Rien que voir la couleur de cet œil suffisait à faire fuir tout le monde. Même Itachi, avec le Mangekyo Sharingan, n'a jamais fait aussi peur, mec. À ce moment-là, Z s'est aussi mis à courir, disant que les gardes allaient bientôt arriver, donc qu'il valait mieux filer vite. Pendant ce temps, Miss Grossesse-Lèvres là-bas était furieuse, disant qu'elle n'aurait jamais dû écouter ce fichu type de la prison. Elle se lève en disant que maintenant, elle va devoir s'occuper elle-même de ce type, Z. Évidemment, elle est furieuse parce qu'elle a perdu une fortune, vu que le gars qu'elle a engagé, tu vois, mec, n'était pas donné, sans parler de cette ceinture qui valait plus de 200 pièces d'or et qui a été détruite. À ce moment-là, elle sait que ce sale gamin lui a déjà fait perdre environ 2000 pièces. Elle hurle de rage, met sa main sur son visage, en disant qu'elle aurait dû écouter ce type et tuer ce sale gamin dès le début. Pendant ce temps, notre garçon et Ryu, mec, ils sont déjà en train de se préparer à quitter cet endroit. Le problème, c'est que maintenant, il y avait des gardes partout. Un peu plus tard, Ryu sort d'un tonneau en demandant si la situation est enfin redevenue calme. Il dit au garçon de rester là parce qu'il va chercher une calèche pour qu'il puisse partir. Mais à ce moment-là, un gars aux cheveux orange s'arrête et dit qu'Erna l'a envoyé. Elle a des informations que Ryu recherche et il devrait aller lui parler. En plus, il ferait mieux de savoir qu'il n'y aurait pas d'autres calèches en circulation dans cette ville. Je pensais que les garçons allaient s'enfuir, mais les voilà repartis pour aller retrouver la folle. Will sait évidemment que c'est un piège, et Z l'a déjà compris aussi. L'ami pense que c'est de la folie, mais Z dit que s'il ne règle pas ça maintenant, le problème les poursuivra toute leur vie. Alors il est temps d'en finir. Et comme il l'avait imaginé, un peu plus tard, voilà Erna avec tous les gardes. Même ce salaud de Clark Moustache s'est pointé, mec, tout arrogant en pensant qu'il ne va pas perdre. Et Clark affirme que si des types louches comme ces deux-là ont vraiment volé la clé et se sont enfuis comme ça, Erna se moque. Elle dit qu'il a été idiot, que s'il était resté de son côté, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Mais Z répond que même s'il pouvait remonter le temps, il ne changerait pas de choix. D'ailleurs, il n'avait pas l'intention de mourir en silence. À ce moment-là, Clark dégaine son épée et déclare « Z Arahan sera exécuté sur le champ et personne ne doit intervenir ». Le protagoniste dit simplement à Ryu de rester en arrière, et Clark trouve ça comique, le gamin pensait vraiment avoir une chance dans ce combat. Honnêtement, pour un mage, il était courageux. Notre garçon affirme qu'il a 50% de chance de gagner. En réalité, c'est une sorte de jeu psychologique qu'il joue avec lui-même. Face à quelqu'un de plus fort que lui, il croit toujours cela, car ainsi il ne renonce pas, il se dit qu'il a au moins une chance. Et face à quelqu'un de plus faible, il ne devient pas trop négligent non plus, puisque cette personne a aussi une chance. Ce petit gars a vraiment un mental d'acier. Pour lui, peu importe la puissance du chevalier des 5 cercles, les chances restaient de 50-50. Soit il gagnait, soit il perdait. Puis Clark commence à recouvrir sa lame d'aura et dit que le garçon reste confiant jusqu'au bout. Son aura s'étend et il prévient que, de toute façon, le garçon mourra confiant. Il fonce alors en avant, appelant Z Arahan et lui ordonnant de mourir. Le protagoniste le regarde simplement arriver, disant que c'était exactement ce qu'il voulait. Il ne voulait pas grand-chose, juste l'opportunité de risquer sa vie et la possibilité de perdre. À cet instant, il redevint un challenger, et l'expression caractéristique du challenger de rang S déterminé s'activa. Tous ses attributs augmentèrent temporairement de 10.
Il voit la lame de Clark arriver et une explosion violette frappe le sol. Il appelle Z et au milieu de la fumée, Clark se tient là, silencieux. Il avait ouvert un cratère devant lui, mais où était le garçon? C'est alors que quelqu'un dit au capitaine de lever les yeux. « Mec, il y avait des éclairs qui arrivaient. »« Hein, qu'est-ce que c'est ?» Sorti de nulle part, le garçon volait et brillait. « Qu'est-ce qui se passe ici, mec ?» Il a activé la transformation Foudre Renaissance. Ah, je comprends. Il a gagné 10% de plus dans toutes ses statistiques. Il a probablement obtenu plus de mana. Et maintenant, il en a assez pour utiliser la puissance. C'est un archimage de rang S. Cette petite transformation te rappelle un peu celle de Killua, non? Quand il a l'œil tout foudre, sauf que là, c'est la version dorée. Notre gars fonce immédiatement. Clark est surpris et doit se défendre contre le coup de pied volant. Mec, il était déjà une bête au corps à corps. Maintenant, il va tabasser les gens avec de la magie. L'imbécile est repoussé et continue de se demander comment c'est même possible. Il n'arrive pas à croire qu'un gamin comme ça puisse avoir du ki-foudre. Contrairement aux éléments de base, presque personne n'avait de résistance à la foudre. Mais c'était un élément que même le fondateur du clan Arahan n'était pas censé posséder. Alors pourquoi ce gamin rejeté avait-il ce pouvoir? Les gardes et cet imbécile d'Erna restent tous là, la mâchoire décrochée. Ryu, sur le côté, n'est même plus impressionné. Clark, cependant, frappe fermement le sol du pied, pensant que c'est ce qu'il déteste le plus, les gens à qui tout est donné simplement à cause de leur lignée. Il lance une attaque vers Z en disant qu'il déteste les gens comme lui, et notre garçon esquive en arrière à la Matrix, mec. Clark insiste, envoyant une attaque en croix, mais notre garçon en esquive une, puis une autre, et commence à se rapprocher. Clark, cependant, avait réussi à porter un coup vers le côté de sa tête, et était sûr que le gamin n'esquiverait pas celui-là. Mais son épée sembla heurter une sorte de barrière électrique. Le gamin avait un bouclier naturel, et maintenant il était juste à côté de lui, lui assénant un coup solide dans les côtes. Ce plan est superbe. Prends ça dans la poitrine, imbécile. Pendant qu'il se tord sous l'effet de l'électricité, mec, la lune coréenne devient folle. Une explosion violette frappe et touche le dos du gars. Ouais, il est vraiment impressionnant. Le problème, mec, c'est que le gars était déjà le roi de l'esquive, et maintenant il est complètement électrifié. Il esquive encore une attaque, arrive sur le côté et en place une autre sur le menton. Clark ne comprend pas pourquoi ce gamin se bat comme ça. Il était censé être un mage. Évidemment, les mages utilisent des barrières et restent à distance pour lancer des sorts, et c'est pour ça que lorsqu'un chevalier s'approche, ils sont toujours vaincus. C'était en quelque sorte la loi de ce monde, une loi qui n'avait jamais été enfreinte, et c'est pour ça que ce gamin en face de lui n'avait aucun sens. Encore plus d'éclairs qui volent partout, et Clark essaie de repousser les attaques. C'était la première fois qu'il voyait un mage de ce style, donc il n'avait aucune stratégie. Il décida de changer de plan et de reculer pour utiliser ses attaques de coupe à l'épée à longue portée. Mais Z est bien plus rapide, et en une seconde, il se retrouve à nouveau face à face, assénant un autre coup de poing en plein visage. Clark ne voyait aucune ouverture et en prend un autre dans le ventre. Mec, maintenant, il s'est fait projeter de l'autre côté, s'écrasant contre un arbre, le pauvre gars recrachant genre 3 litres de sang pendant que le soldat à côté de lui demande s'il va bien. Une chose est claire, c'est un homme d'honneur, mec, parce que même quand les autres essaient de l'aider, il dit que personne ne doit intervenir. Puis il se tourne vers le garçon et dit qu'en réalité, il a perdu contre Arahan. Au minimum, il devrait être tué maintenant. Mais Z demande au gars s'il veut savoir pourquoi il a perdu. Clark dit « Non, tue le juste et arrête d'être agaçant. » Mais Z s'en fiche. Il dit qu'il va lui dire quand même. Il dit que la seule raison pour laquelle il a perdu, c'est parce que Z s'est beaucoup plus entraîné et a fait des efforts. Évidemment, ça touche le point faible de Clark, et il dit que c'est ironique que quelqu'un avec une lignée comme la sienne parle d'efforts et d'entraînement. La force qu'il possède vient simplement du fait qu'il est né avec le sang des Arahan. Il n'a vraiment aucune idée de ce à quoi ressemble le véritable effort, l'effort de quelqu'un qui n'a absolument aucun talent. Mais Z répond qu'il est certain que Clark aurait dû être plus fort que lui à cet âge-là. S'il s'était mieux battu et s'était entraîné pour devenir encore plus fort, il n'aurait pas dû perdre maintenant. Mais il est aveuglé par ce complexe d'infériorité. En plus, un chevalier ne devrait jamais blâmer quelqu'un d'autre pour sa propre défaite. Clark reste silencieux et dit « Oui, c'est ironique », tout en pensant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un gamin comme ça lui rappellerait le véritable code d'un chevalier. Puis il dit à Arahan d'en finir et de le tuer. Le problème, c'est que Z sait que s'il tue ce type, quelqu'un connu sous le nom de Chevalier des 5 cercles, il va commencer à être traqué. Mais il ne pouvait pas non plus le laisser se promener dehors en parlant de lui à tout le monde. À ce moment-là, le talent de Challenger et le talent de Foudre se désactivent. Il lève soudainement la main et tout le monde dans la forêt crie, demandant ce qu'il est en train de faire. Erna ordonne aux gardes de le tuer sur le champ. Entouré de tous, Z pense que ce nombre de personnes n'est pas idéal. Mais soudain, il se retourne et une étrange brume commence à s'approcher. Tout l'endroit est recouvert par cette énergie, et il essaie de déterminer s'il s'agit d'un mage ou de quelqu'un qui approche. La situation était pire qu'il ne le pensait, et il devait s'échapper. Soudain, la brume semble se dissiper un peu. Mais à la seconde suivante, lorsqu'il ouvre les yeux, tout le monde devant lui est mort. Mince, il n'a même pas eu l'occasion de tuer Erna, et personne n'a même eu le temps de crier.
Ce qui est étrange, c'est que les corps sont couverts de coupures ressemblant à des griffures, et même Clark a été tué. Puis Zed se souvient de Ryu, se retourne et l'appelle. Tout maladroit et penché, il sort des buissons en disant qu'il va bien. Son ami lui demande si c'est lui qui a fait ça, et notre gars répond « Non, il doit y avoir un mage de haut rang dans les parages. » Quoi qu'il en soit, il vaut mieux qu'il parte le plus vite possible. Et Ryu aperçoit une carte parmi les corps et lui dit d'aller la voir. Elle était bien trop propre et semblait avoir été jetée là délibérément. Les deux s'en vont pendant que quelqu'un les observe depuis un arbre. Rien de suspect avec ce type à capuche, n'est-ce pas? Si je devais deviner, je dirais que c'est un Arahan qui surveillait pour voir s'il allait être exécuté en prison, mais qui se rend compte maintenant que le garçon est vraiment doué et se dit « Mieux vaut protéger ce gamin, il est l'avenir de la famille. » Et vous, qu'en pensez-vous? Faites vos paris. À votre avis, qui est ce type, hein? Dites-nous. Un peu plus tard, dans la forêt, il a fait un petit feu de camp et il regarde la feuille de papier, qui était blanche, jusqu'à ce qu'il y mette un peu de mana et qu'un symbole apparaisse soudainement. C'était une carte magique en fait utilisée par des organisations secrètes pour échanger des messages cryptés, mec. Et Zed reconnaît le symbole comme étant celui du Miroir Noir, un groupe qui a juré une loyauté absolue aux Arahan et les aide dans des missions secrètes. En matière d'organisation secrète, c'est la plus grande de l'Empire. Et au dos de la lettre, on pouvait voir le chiffre 4. S'il ne se trompe pas, le numéro 1 signifie accepter ou en gros approuver. Le numéro 2, c'est refuser. Le numéro 3, c'est une proposition. Et le numéro 4, c'est observation et protection. Ouais, mon hypothèse n'a pas duré longtemps. Ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? J'avais raison tout de suite. On dirait qu'il est vraiment protégé par quelqu'un des Arahan. Il trouve ça étrange puisque, en théorie, il n'a pas de mana. Mais ensuite, il se souvient, ouais mec, maintenant, il le fait. Il en a 3. D'ailleurs, sachant que ça a augmenté de 2 après avoir vaincu Clark, on peut dire que ça fonctionne comme l'expérience dans un jeu vidéo. En plus, maintenant il a débloqué la forme foudre, quelque chose qui non seulement améliore ses capacités physiques, mais crée aussi un bouclier. Évidemment, il n'a de mana pour l'activer que lorsqu'il utilise ce talent de Challenger. Puis Ryu interpelle notre gars et dit qu'il n'arrive pas à dormir. Il veut savoir où ils vont et ce qu'ils vont faire. Notre gars répond que c'est évident. Ils vont à la ville de Frilda. C'est le dernier endroit où ils ont entendu parler de son frère. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est continuer d'avancer. Mais Ryu dit que son frère n'est peut-être même plus là-bas. En plus, on ne peut même pas atteindre Frilda sans utiliser une calèche. Zed répond qu'il le sait déjà et que l'itinéraire va être un peu différent. D'abord, ils passeront par Tamaya. Ce village est la ligne de front de la barrière de défense sud. À ce moment-là, un cercle magique apparaît au sol et un chevalier en sort. Waouh, mec. Ce chevalier blond, ce n'est pas le personnage que notre gars utilisait quand il a vaincu le roi démon. Avec lui, une armée commence à apparaître, et il jure que lui, Torres Behal, va traquer l'Arahan qui a déshonoré le nom de cet endroit. On peut le voir un peu plus tôt, agenouillé et demandant si quelqu'un l'a appelé. Il se trouvait face à face avec le Seigneur, qui lui dit qu'une mission est arrivée spécialement pour le garçon. Un Arahan qui se trouvait dans une prison du Sud s'est échappé il y a quelques jours. Non seulement il a tué les gardes, mais aussi d'autres innocents dans la ville. Et lui, en tant qu'héritier de Behal, doit rendre justice et honneur à la famille. Le blond prend immédiatement un serment d'obéir aux ordres. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, Ryu dit « c'est de la folie ». Zed lui dit simplement d'arrêter de se plaindre, en ajoutant que cela fait 5 jours qu'il répète la même chose. Ce dont son ami se plaint, c'est qu'ils sont les seuls idiots à foncer ainsi directement sur la ligne de front. Sur la carte de l'Empire, on peut voir qu'il n'y a que quelques sorties, et à l'extérieur des montagnes, c'est rempli de bêtes démoniaques. Chacune des grandes familles est chargée de surveiller l'une de ces régions, et le sud appartient à la famille Baal. L'endroit où ils se rendent s'appelle Tamaya, un village situé directement sur la ligne de front et l'un des lieux où les bêtes démoniaques apparaissent fréquemment. En plus de cela, comme il s'agit d'une base avancée, il y a un portail de téléportation sur place. Évidemment, c'est quelque chose d'une telle valeur que même les nobles ne peuvent pas l'utiliser facilement. Mais notre héros a gagné une tonne d'argent en pariant et en pillant tout ce qui appartenait à Erna. Pourtant, Ryu ne cesse de se plaindre, affirmant qu'il n'a aucune idée de la terreur que représente une bête démoniaque. Le temps passe et la nuit tombe à nouveau. Il discutait un peu quand Zed sentit soudain une étrange vibration. Tout le sol se mit à trembler. D'une voix basse, il se leva et dit à Ryu de se préparer, que quelque chose arrivait. Aussitôt, ils éteignirent le feu de camp et se cachèrent derrière les buissons pour surveiller le campement. Ryu priait pour que ce ne soit pas une bête démoniaque, tandis que Zed espérait justement que ce soit une bête démoniaque. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas qu'une ou deux vibrations. Il y en avait au moins une douzaine. Et il sait qu'il est très rare qu'autant de bêtes démoniaques franchissent la barrière, ce qui signifie, mec, que c'était exactement ce qu'il redoutait. Torres, Baal et l'armée arrivaient. Les gars faisaient au moins que passer, et ils priaient simplement pour que ces 50 soldats ou plus ne les remarquent pas. Mais c'est à ce moment-là qu'un des soldats repère évidemment le camp. Zed sait que s'ils sont découverts, ils n'ont aucune chance. La condition minimale pour faire partie de ce groupe est d'être un chevalier de 5e cercle. En d'autres termes, il y avait au moins 50 employés là-bas. Ryu dit que notre garçon devrait s'enfuir. S'il se fait capturer, il y a une chance qu'il survive, mais Zed sera certainement tué. Mais notre garçon lui dit d'arrêter de trembler autant s'il va dire des choses pareilles.
De toute façon, il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il avait une idée qui, peut-être, pourrait fonctionner. Les soldats sont tous là, en train d'inspecter le camp. Puis soudain, quelqu'un dans les buissons demande qui il cherche. Hé, espèce de fou, tu comptes vraiment sur cette carte de protection, hein? Il sort des buissons en disant qu'il est Zed Arahan. Il tente ce coup insensé parce qu'il sait que, dès que les soldats réaliseront que le camp est encore chaud, ils commenceront à fouiller toute la zone. Ils ne pourraient pas s'enfuir. Et s'ils étaient découverts soudainement, ce serait pire. Mais au moment où il s'apprête à dire qu'il veut parler au chef, une épée manque de peu de lui trancher la gorge. Il essaye d'expliquer qu'il veut juste parler d'abord, mais il y en a déjà un autre dans son dos, mec. Il sent la présence et s'apprête à activer un cercle à ses pieds. Mais l'une des attaques des gars semble toucher quelque chose. Entre lui et Zed, il n'y avait rien, mais l'attaque a été bloquée. Notre gars comprend que c'était peut-être le pouvoir de la personne qui le protège. Et une voix ordonne au chevalier de se retirer. Le gars recule instantanément, et le reste des soldats ordonne à la personne de se montrer. Zed savait que quelqu'un le surveillait, mais il ne s'attendait pas à ce que cette personne soit aussi proche. L'humain était juste devant lui. Il ne pouvait même pas sentir sa présence, même avec 100 en perception. Waouh, mec. Et il n'y avait pas qu'une seule personne, mais tout un escadron qui le protégeait. Maintenant, on comprend pourquoi les Arahans sont autant redoutés, non? Je me demandais pourquoi tout le monde ne cessait de vanter les Arahans, genre, où sont-ils? Le problème maintenant, c'est que le protagoniste arrive, voulant savoir qui ose se mettre en travers de Baal. Tout le monde célèbre l'arrivée du successeur, et les gars du Miroir Noir le reconnaissent instantanément comme le fameux Baal. Pour Zed, cependant, cette présence lui était tellement familière qu'elle semblait faire partie de lui, c'était le personnage avec lequel il avait joué le plus longtemps, celui qui était resté avec lui jusqu'à la fin. Ce n'était pas le moment de penser à ça, mais il se sentait un peu nostalgique. Puis Torres demande s'il est Zed Arahan. Avant que Zed ne puisse répondre, le type s'avance simplement devant lui et lui dit de ne pas parler. Maintenant, Zed essaie de comprendre pourquoi ces types vont aussi loin. Et Torres dit alors qu'il peut enfin rencontrer l'organisation secrète dont il avait toujours entendu parler. Mais il trouve ça fou qu'ils agissent ainsi, même en sachant qui il est. La famille Arahan avait maintenant franchi la limite. Il lance son épée en l'air, disant qu'aujourd'hui ils paieraient le prix de leur vie. Soudain, une voix dit que cela n'arrivera pas. Un cercle rouge apparaît sous tous les soldats. Zed reconnaît la formation comme un type de piège qui doit être préparé à l'avance, ce qui signifie que ce type était non seulement assez intelligent pour tout prévoir, mais aussi un mage du 7e cercle. Puis l'homme dit que quiconque sortira du cercle provoquera une explosion. Immobile, Torres veut savoir si la famille Arahan souhaite une guerre avec les Baal, ce à quoi l'homme encapuchonné répond que, comme il l'a déjà dit, il vaudrait mieux qu'il se retire, puisque même Lord Baal ne veut pas d'une telle guerre. Mais c'est à ce moment-là que Torres active à nouveau le pouvoir de la lame et leur dit de ne pas insulter le nom du Seigneur. Zed, cependant, sait que nous sommes encore un peu au début du jeu. Je veux dire, Torres n'est encore qu'un gars à 6 cercles, et il n'a aucune chance de gagner ça. S'il déclenche un combat maintenant, tous les chevaliers présents seront anéantis. Le fou, pourtant, est déjà en train d'activer le rugissement du lion, sans se soucier de rien. Même si c'est une technique à 7 cercles, Zed espère que le type va abandonner. Sinon, il va devoir voir tous les corps étendus sur le sol. Notre garçon demande à l'humain de désactiver le cercle magique avant qu'ils n'explosent tous. Mais l'homme encapuchonné se retourne et dit qu'il ne suive que les ordres du Seigneur. Et l'un des ordres qu'il a reçus était de protéger Zed Arahan, et il ne peut rien faire qui irait à l'encontre de cela. Zed demande alors pourquoi, au lieu de le protéger, le type essaie de tuer le successeur de Baal, ce qui ne fera qu'augmenter ses chances de se faire tuer à l'avenir. S'il était vraiment un assassin aussi talentueux, il devrait pouvoir sortir d'ici sans avoir à tuer ce type. Assassin. Il devrait pouvoir s'en sortir sans tuer ce type. Ensuite, il crie aussi à Torres de s'arrêter sinon il va finir par mourir, mais le gars lui dit juste de la fermer, affirmant qu'il a tué d'innombrables citoyens innocents et gardiens de prison et qu'il devra payer le prix pour chaque crime qu'il a commis. Zed essaie d'expliquer qu'il s'agit d'un malentendu et qu'ils peuvent discuter, mais Torres fonce déjà, disant qu'ils parleront quand il sera à genoux. Zed remarque que le cercle n'a pas explosé, ce qui signifie au moins que le gars n'a pas été tué sur le coup. Mais ensuite, une explosion balaie la zone et Ryu appelle Zed. L'épée de Torres avait été bloquée par une barrière créée par les types de l'organisation secrète, et rien qu'avec le blocage et l'onde de choc de l'épée, Torres est tombé à genoux et a craché du sang. Zed, ce salaud, s'approche même et demande au gars, maintenant qu'il est à genoux, s'il est prêt à discuter un peu. Mais Torres s'évanouit simplement et s'effondre presque mort au sol. Les soldats accourent en disant qu'il est mort, mais notre gars explique qu'il s'agit simplement d'un contre-coup de mana dû à une surutilisation de son énergie. Il vaut mieux le laisser récupérer naturellement et ne rien tenter du tout. Les soigneurs essaient déjà de le guérir. Usagi, cependant, sait qu'il s'agit d'un contre-coup de mana et qu'on ne peut pas soigner le contre-coup de quelqu'un si l'on est plus faible que lui. Évidemment, les seuls plus forts que lui ici sont les gars du Miroir Noir. Et notre protagoniste dit au type d'y aller et de soigner Torres, ce qui, bien sûr, le fait paniquer. Il demande si Zed lui dit sérieusement de soigner ce chevalier. Zed répond que Torres est un vieil ami à lui.
Je veux dire, ce n'est pas un mensonge, mais c'est quand même une déclaration un peu louche. Évidemment, le type refuse de le soigner, disant qu'il est impossible que ces deux-là soient amis. Z dit alors que les mages sont généralement intelligents. Il veut savoir si le gars pense vraiment que la mort d'un Arahan ne mènerait pas à une guerre à grande échelle et si cela serait productif. Mais bon, le gars répond simplement que la mort de ses successeurs serait en réalité bénéfique pour les Arahan. Étrangement pourtant, Z semble certain que ce n'est pas vrai. Ah oui, il sait, n'est-ce pas, que dans le futur, les démons vont commencer à envahir et qu'ils auront besoin de tout le monde pour gagner. Le problème, c'est qu'il commence à perdre patience et d'un coup, il pète un câble, mec. Il met l'épée sous sa propre gorge en disant que si le gars ne soigne pas Torres, il mourra aussi. Ce qui veut dire, tu vois, que l'homme masqué échouerait dans sa mission, puisque sa mission est de le protéger. L'homme masqué répond que, même dans ce cas, il ne peut pas agir ainsi, sinon le Seigneur serait furieux. Z dit qu'il s'en fiche, qu'il portera ce fardeau lui-même. Soudain, l'homme masqué s'approche de Torres. Ses amis hésitent évidemment, mais Z explique que la seule personne capable de sauver Torres est quelqu'un de plus fort que lui. S'il n'accepte pas l'aide, le gars mourra sur place. Sur ce, Torres est enfin soigné et le soldat en a même les larmes aux yeux. À ce moment précis, les gars du Black Mirror disparaissent, comme toujours, en laissant derrière eux une lettre. Quelque temps plus tard, près du village d'Inimaya, notre garçon se tient devant une tente en regardant la carte numéro 9. Celle-ci signifiait abandon ou survie. Je pense que ça veut dire genre on est parti. Will demande si cette brume dans la forêt qui a tué tout le monde était aussi le Black Mirror. Et notre garçon répond que oui, mais que maintenant, ils sont seuls. Z remarque alors quelque chose d'étrange et demande à Ryu comment il connaît cette organisation. Ryu répond que tout le monde sait, c'est de notoriété publique, même les petits-enfants dans n'importe quelle ville les connaissent. Z n'en revient pas, une organisation secrète connue de tous. Mais Ryu prévient que puisque tout le monde les surveille, il ferait de mieux de faire attention ou ils pourraient se faire tuer à tout moment. Z, cependant, dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que leurs chevaliers suivraient vraiment le code chevaleresque, en d'autres termes, des gens qui accordent de l'importance à l'honneur. Les mages, en revanche, tueraient un ami si cela leur permettait de gagner quelques pièces. La vérité, c'est que les deux camps sont trop extrêmes et en quelque sorte rationnels, mais cela rend en fait les choses plus faciles pour lui. Avec un chevalier, il suffit de mettre son sens de l'honneur au défi, et avec un mage, il suffit de proposer une offre qui rapporte. Puis l'un des chevaliers arrive et dit que Lord Hare veut lui parler. Un peu plus tard, sous une tente, Torres discute avec notre garçon. Il commence par parler de thé, mais notre garçon ne semble pas très intéressé. Puis Torres va droit au but et demande quelle est leur situation. Z répond qu'il n'est pas très formel et qu'il préfère discuter de façon décontractée. Ils sont tous les deux jeunes, donc ils peuvent rester cool. Torres lui demande quel âge il a et notre garçon répond « Dans ce corps, j'ai 15 ans ». Pourquoi dit-il toujours les choses les plus suspectes du monde? Il dit carrément à tout le monde qu'il est réincarné, bon sang. Pendant que les deux discutent, regardez, Ryu est là-bas en train de prendre des notes sur le fait qu'ils deviennent super copains. Et Torres répond que même s'il ne le veut pas, il doit d'abord le remercier, car grâce à Z, sa vie a été sauvée. Notre garçon remarque que, tout comme dans le jeu et puisqu'il est chevalier, ce gars tient toujours sa parole d'honneur. Sa fierté est trop grande, il ne ferait jamais de mal à quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît Torres, c'est lui. Après tout, il a joué Torres pendant 10 ans. Mais ensuite, le gars dit « Assez parlé, venons-en au fait ». Il veut savoir ce qu'il en est de cette histoire de meurtre des habitants de la ville et des gardiens de prison qui serait un coup monté. Z répond que c'est bon et commence à tout expliquer en détail. Un peu plus tard, Torres dit que si ce que Z a raconté est vrai, alors essayer de se défendre est effectivement justifiable. Mais le vrai problème, c'est de savoir si tout cela est vrai ou non. Mais Z répond que si c'était un mensonge, il aurait simplement laissé Torres mourir et que cela aurait été une solution bien plus facile pour lui. Étrangement, Torres dit qu'honnêtement, cet argument tient la route, mec. J'accepte. Voilà, le gars a abandonné la discussion. Ensuite, il pose un sac sur la table et dit que c'est un cadeau. Mec, c'est une sorte de poudre minérale. Z, cependant, répond que s'il essaie de s'excuser, il ne s'y prend pas de la bonne manière. Ce qu'il veut vraiment, c'est de l'aide pour retrouver le petit frère de Ryu, qui a disparu. Torres dit que ça n'a pas de sens, que ça ne lui apporterait rien en tant que mage. Mais Z répond simplement qu'il s'en fiche. C'est une promesse qu'il a faite à son ami. Le lendemain matin, voilà de nouveau le dur à cuire. Tous les jours, dès l'aube, il fait une tonne de pompe. Hein les gars? Franchement, je devrais prendre exemple sur ce type. Et Ryu est complètement perdu. Il veut savoir pourquoi il a demandé ce service alors qu'il aurait pu obtenir quelque chose de bien mieux pour lui-même. Pendant ce temps, Touha était juste sur le côté, écoutant tout et regardant notre gars s'entraîner. Vous savez, ce type est vraiment particulier, hein les gars? Je ne sais pas. La seule femme dans cette histoire, c'était Erma, et elle est déjà morte. Ils doivent vraiment en introduire de nouvelles, parce que ça devient bizarre. Et étrangement, il fixe vraiment les abdos de notre gars, réfléchissant comme un mage sans mana. D'habitude, les mages disent que l'entraînement physique, c'est barbare, mais celui-là bosse dur. Peut-être qu'il se reconnaît dans le gamin, un mage sans mana, comme un chevalier sans épée. Ce qui l'a impressionné, c'est que malgré tout, le garçon n'a pas abandonné et a continué à essayer de s'améliorer.
Ça pousse à se demander si lui se retrouvait dans une situation aussi difficile, est-ce qu'il arriverait à garder sa dignité. À cet instant, Torres a rencontré un mage qui était plus chevalier que n'importe quel chevalier qu'il ait jamais connu, et il a juré qu'il deviendrait son ami, courtisé. Allez, les gars, on y va. Enfin, un peu d'amitié, parce que ça commençait à devenir bizarre. Un peu plus tard, il est allé se prendre un bon gros steak à manger. Évidemment, c'est le genre de festin qui donnerait de l'énergie à n'importe qui. Pendant que Torres se montre amical avec notre garçon, les autres chevaliers restent dans leur coin à observer et ça ne leur plaît pas du tout. Il dit à tout le monde de s'asseoir et notre garçon est impressionné, comme il le pensait. Torres est un homme de parole et d'honneur. Rue, en revanche, est un peu hésitant et demande s'il est vraiment sûr qu'ils peuvent manger ça. Notre garçon dit qu'il ne connaît vraiment pas les chevaliers. Il suffit de manger et de dire merci. Ils commencent à manger, mais Zed sait que rien n'est gratuit dans ce monde. Pour qu'ils servent quelque chose d'aussi cher, c'est sûr qu'ils attendent quelque chose en retour. Soudain, cependant, l'un des chevaliers se lève en disant que, malheureusement, cette situation le met mal à l'aise, donc il s'en va. Les autres disent la même chose, et tout le monde se lève en annonçant qu'ils partent. En une seconde, il ne reste plus que 3 à la table. Torres s'excuse, mais Zed répond que ce n'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux ne pas punir ces gars-là. Il n'en retirerait rien. Torres répète que c'est bizarre que notre gars demande de ne pas punir ceux qui le traitent toujours d'insultes. Mais Zed répond que c'est normal. Ces types considèrent les mages comme des ennemis depuis qu'ils sont enfants. Évidemment, ce ne serait pas normal qu'ils rencontrent soudainement un mage et s'asseyent simplement pour partager un repas. Torres admet que c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a eu tort de les inviter à ça. Mais à ce moment-là, Zed dit qu'il doit bien avoir quelque chose de plus important à annoncer. Non, puisqu'il les a réunis ici pour ça. Torres explique qu'il prévoit de quitter cet endroit bientôt, mais qu'il voulait retarder le départ d'un jour. C'est parce qu'il veut montrer à tout le monde que Zed est un jeune homme gentil et honorable, et qu'un jour suffirait. Zed demande s'il est d'accord avec ça, et il répond que oui. Quelque temps plus tard, nous sommes à la frontière sud, près du mur d'Idomaa. Une créature est tranchée en deux, et un chevalier se réjouit. Torres félicite tout le monde pour leur travail et leur dit de continuer à avancer. Zed, cependant, se trouve là, au milieu de tout ça, essayant de comprendre pourquoi on l'implique dans cette histoire. Il sait que ce groupe est extrêmement avancé et qu'il s'occupe habituellement de créatures dangereuses. C'est pourquoi, après chaque mission, il célèbre soit le fait que tout le monde soit revenu, soit, dans certains cas, il pleure ceux qui ne sont pas rentrés. Zed pense que le plan de Torres est de le faire participer à tout cela pour que le groupe commence à l'apprécier. C'est peut-être une décision émotionnelle, mais cela correspond à un gamin de 17 ans. Alors qu'ils poursuivent leur route, ils découvrent cependant des traces au sol. Le cratère est immense, et Torres demande si quelqu'un sait ce qui l'a provoqué. Le gars à côté de lui dit que c'est probablement une bête qui n'a pas encore été répertoriée. Selon le protocole, il devrait maintenant battre en retraite et l'inscrire dans les registres. Mais Torres dit que ce serait exagéré. Ils ne sont même pas encore dans la zone de danger numéro 1, donc même si c'est une nouvelle créature, elle devrait être de bas niveau. Les autres disent que même si elle est de bas niveau, cela peut quand même être dangereux quand il s'agit de quelque chose d'inconnu. Torres envisage de faire demi-tour, jusqu'à ce que Zed dise qu'il sait ce qu'est la créature. Il s'agissait clairement d'un monstre appelé Basilic, une créature de niveau intermédiaire, mais avec 25 chevaliers du cercle et lui au 6e cercle, ce ne serait pas difficile. Torres demande s'il ne ment pas, tandis que tous les soldats commencent à dire qu'on ne peut pas faire confiance à un mage. Ce à quoi Zed répond simplement qu'ils devraient savoir que les mages d'Arahan possèdent un bestiaire bien plus vaste qu'eux. Les gars, comme toujours, pensent qu'ils sont insultés et commencent à se plaindre du gamin. Mais Zed répond que ce sont eux qui le sous-estiment. D'abord, il ne devrait même pas avoir le culot de parler aussi grossièrement à un héritier d'Arahan. Soudain, Torres interrompt la conversation et demande à tout le monde de se taire. Il s'apprête à s'excuser auprès de Zed, disant qu'il espérait que les choses se passeraient mieux, quand soudain, le basilic apparaît derrière tout le monde. Torres crie immédiatement à tout le monde de se mettre en formation, mais ils doivent déjà esquiver la première attaque. Il demande à Zed s'il va bien, qui lui répond de se concentrer sur le combat, mec. Il a failli se faire croquer par un autre monstre. C'est là qu'il réalise qu'il n'y a pas un basilic, mais 2. Et Torres est déjà en train d'activer son aura. Et maintenant que j'y pense, il ne ressemble pas un peu à Vlad de Stellar Swordsman? Comme un Vlad venu d'un autre monde, et franchement, tous les chevaliers sont là, leur aura allumée, fonçant vers le basilic. Étrangement, dans ce monde, ce sont les mages qui se battent au corps à corps, tandis que les chevaliers sont ceux qui lancent ces vagues d'aura. Le problème, c'est que ces explosions de vagues d'aura ne font absolument rien au basilic, et même Vlad est perplexe parce que les attaques ne fonctionnent pas. Soudain, la créature lève une queue couverte de pointes, et Zed crie à tout le monde de se baisser. Personne n'obéit, et Torres leur hurle de suivre les ordres. C'est à ce moment-là que les gars se jettent à plat ventre au sol. Mais Zed remarque qu'un type fait le têtu, disant qu'il ne prendra pas d'ordre d'un mage. Notre gars crie à nouveau, mais c'est trop tard. Le monstre tire une rafale de pointes empoisonnées. Ceux qui étaient au sol n'ont pas été tués, mais l'idiot qui est resté debout s'est évidemment fait toucher. Il a été sauvé par Zed, non? Bien sûr que oui. Il a dû être sauvé par le gamin mage. Gros con. Mais notre gars les prévient déjà que, lors de la prochaine attaque,
le monstre va viser le sol, donc cette astuce ne marchera pas 2 fois. Puis il dit à Torres qu'il va lui laisser, à lui et au chevalier, le soin de s'occuper de celui de gauche. En d'autres termes, le dur à cuire va gérer celui de droite. Torres est un peu perdu, mais Zed lui dit juste de répondre « oui » ou « non ». Alors le blondinet dit « d'accord, ils vont tuer celui de gauche et lui s'occupera de celui de droite ». Notre gars sourit et dit qu'il compte sur eux. Sur ce, l'escouade de chevaliers s'éloigne, laissant notre héros face à face avec l'autre basilic. Maintenant qu'il est seul avec le monstre, le talent de Challenger s'active. Avec 10 points de mana supplémentaires, il peut activer le talent de foudre. Il interpelle le monstre, lui disant de regarder par ici. Il fonce vers la créature, qui rugit dans sa direction. Mais Zed, bien sûr, sourit. Il adore risquer sa vie. On disait qu'il avait de la chance d'avoir trouvé quelque chose comme ça. Le monstre essaie d'attaquer, mais il esquive en sautant de tronc d'arbre en tronc d'arbre, puis retombe à nouveau d'en haut. La créature a peut-être l'air coriace, mais il sait où se trouve son point faible. Il ne s'agit pas de percer. Il s'agit de le frapper sur le sommet du crâne. Avec ça, le monstre se tord et tremble de tout son corps, puis s'effondre au sol. Mec, la bête est déjà morte. Je pensais que ce truc serait plus difficile à gérer, honnêtement. En plus de ça, il récupère un ingrédient dans sa bouche, une chose rouge appelée souffle du démon. C'est un ingrédient clé que tu peux ajouter à de l'eau bénite pour éventuellement la transformer en élixir. Le garçon est en mode grande classe, des éclairs crépitent et de petites orbes d'énergie flottent autour de lui. Et il dit que l'élixir est un objet parfait, puisqu'il a une petite chance d'augmenter certaines de tes statistiques. Et comme il a déjà toutes ses stats au maximum, eh bien, c'est une chance de 100% d'augmenter la mana. Ensuite, il fait un signe d'au revoir au monstre, disant qu'il part aider les chevaliers. Torres se défendait d'une attaque, mais il a été projeté au loin. Malgré tout, il arrivait encore à tenir bon. Le problème maintenant, c'est qu'il a été séparé des chevaliers et qu'il n'a plus aucun soutien défensif. À ce moment-là, il voit un feu d'artifice s'élever dans le ciel et il frappe le monstre en plein sur la tête, encore une fois. Évidemment, c'était Zed qui lui demande s'il va bien. En voyant le garçon tout électrifié, Torres veut savoir de quel type d'énergie il s'agit. Tous les chevaliers arrivent, stupéfaits, et demandent ce que c'est. Ah, bien sûr, ils le reconnaissent instantanément, n'est-ce pas, les gars? Ça ne peut être que le Killua bronzé. Torres demande s'il utilise vraiment le ki de foudre, et Zed répond « évidemment », ce qui laisse le type encore plus perplexe, puisque, à sa connaissance, le garçon n'a pas de mana. Le protagoniste explique qu'il a acquis du mana il n'y a pas longtemps, ce qui rend l'autre encore plus confus. C'est parce que, dans ce monde, on est en quelque sorte avec le mana déjà formé, mec. Un bébé n'a peut-être pas tous les cercles connectés, mais il a déjà naturellement le talent pour ça. Mais si Zed était né sans rien, tu vois, ça veut dire qu'il n'aurait jamais dû pouvoir en obtenir. C'est comme si quelqu'un naissait avec 9 doigts et qu'il en poussait soudainement un 10e. C'était vraiment une bonne comparaison. Au minimum, c'est étrange. Alors que Torres est plongé dans ses pensées, Zed demande s'il peut garder l'objet. Torres répond oui. C'est lui qui a tué la créature, donc il a le droit de le garder. Notre garçon affiche un grand sourire. Obtenir ces 2 objets, c'était vraiment un coup de chance. Un peu plus tard, les chevaliers discutent tous de la façon dont Zed a tué les créatures. D'abord, ça n'avait aucun sens. Un gamin sans mana qui utilise la foudre? Ensuite, il se battait physiquement au lieu d'utiliser la magie à distance. C'est tout ce dont tout le monde parlait. Et un peu plus tard, dans un bar, le type que notre garçon a fait embrasser le bitume vient le remercier. Zed dit que ce n'est rien et lui demande s'il est blessé. Le gars répond que grâce à lui, il ne l'est pas. Ryu veut tout de suite savoir ce que notre garçon a fait pour être soudain traité avec autant de respect. Ce à quoi notre garçon répond simplement « peu importe ». Au moins, maintenant, ils vont encore plus l'aider à retrouver son frère. À ce moment-là, Torres les interpelle tous les deux. Il complimente déjà notre garçon, disant qu'il a vraiment réussi à changer la vie des chevaliers. C'est alors qu'il révèle que malheureusement, il doit rentrer chez lui. Il est sûr que le chef de famille va devenir fou en apprenant tout ce qui s'est passé ici. Zed demande s'il n'a pas peur de se faire réprimander pour s'être rapproché d'un Aran. Torres répond qu'il s'y prépare déjà de toute façon. Il a toujours su que ça arriverait tôt ou tard. En plus, il prévoit aussi de passer par Frinda pour aider à chercher le frère de Ryu. Étrangement, avec ce plan en contre-plongée sur Ryu, les deux ont un peu l'air de méchants. Mais ils discutent du fait que maintenant qu'il y a un héritier noble de cette région qui cherche son frère, les chances de le retrouver sont bien plus élevées. Ryu devient tout ému et les remercie tous les deux. Le lendemain, ils sont à Frinda, une région du sud où se trouve le port de commerce. Enfin, Ryu révèle le nom. La personne qu'il cherche est une fille nommée Lisa, âgée de 13 ans. Elle a de longs cheveux blonds qui descendent jusqu'à la taille. Il montre approximativement sa taille et dit qu'il saura la reconnaître parce qu'elle est adorable. Il n'y a absolument rien de dangereux à ce qu'une fille comme ça se promène seule dans le monde. Zed dit qu'ils devront vérifier les registres des esclaves qui ont été vendus et de ceux qui sont encore à vendre. En gros, toutes les maisons qui s'occupent de ce genre de commerce. Le chevalier acquiesce simplement, puis notre garçon dit à Hulk qu'ils iront d'abord parler aux marchands pour qui ils travaillaient autrefois. Un peu plus tard, ils se retrouvent devant l'entrée d'un endroit gardé par un type. Zed dit à Ryu qu'il ne pourra pas entrer, mec, et pendant ce temps, il est déjà habillé dans un costume élégant. Évidemment, il va entrer en tant que personne intéressée par l'achat d'un esclave.
Tout de suite, le gars à la porte, qui essaie de jouer les durs, s'incline en disant que c'est incroyable de recevoir quelqu'un d'aussi distingué que lui. Et ça, sans même savoir qui il est, pas vrai mec? Il demande si le garçon cherche quelque chose de précis, et Z répond qu'il veut savoir si c'est la société commerciale de Hamel. Le type dit qu'il doit se tromper. Ici, c'est un marché aux esclaves. Soudain, il se redresse et dit qu'apparemment le garçon n'est pas un noble et qu'il vaudrait mieux pour un gamin comme lui de partir. Z trouve ça bizarre et affirme qu'il est un noble. Le type répond que tout vrai noble parle des esclaves comme s'ils étaient des marchandises. En d'autres termes, le fait que Z ait demandé si c'était un comptoir commercial n'avait aucun sens. Z lui dit d'arrêter de dire des bêtises, mais le type répond qu'il a dû être envoyé par des Vito. Une fois de plus, notre garçon l'insulte et le type essaie de lui donner un coup de poing. Et 10 secondes plus tard, le voilà complètement amoché, se faisant gifler pendant que Z lui ordonne de répondre. Il s'avère que la société commerciale Hamel d'origine a disparu et que ces types ont pris le relais, et Z veut savoir pourquoi. Le gars explique que l'ancien propriétaire a fait faillite, alors ils ont un peu repris l'endroit. Z veut savoir qui est ce DeVito, et l'homme répond que c'est le plus grand marchand d'esclaves de toute la région sud. Maintenant, Z a un nom de plus à ajouter à sa liste, et il veut savoir où sont passés les autres habitants de cet endroit. Quand le gars demande s'il parle des produits, sous-entendant que les esclaves ne sont rien d'autre que des objets, il reçoit une nouvelle gifle en pleine figure. Z lui dit de répéter ça, et bam, une autre gifle, puis encore une. Ensuite, il lui dit qu'il est grand temps qu'il comprenne que les gens ne sont pas des produits. Même s'il est une ordure, il devrait au moins essayer de vivre avec un minimum de décence. Le gars s'excuse, et quelque temps plus tard, il tire les rideaux. Derrière les barreaux, il y a un tas de gens épuisés, enchaînés et emprisonnés. Z demande s'il y a quelqu'un d'autre, et le garde répond non, c'est tout le monde. Z trouve ça étrange. Il n'y a pas de fille blonde, pas d'enfants, rien qui corresponde à ce qu'il cherche. Mais c'est à prévoir, non? Les enfants sont généralement les esclaves les plus chers du marché. Très probablement, une fille comme celle que Ryu a décrite aurait déjà été vendue depuis un moment. Il se tourne vers le gars et lui dit qu'aujourd'hui, il a de la chance. Il va avoir l'occasion de devenir quelqu'un de bien. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'apporter tout l'argent de cet endroit ainsi que les clés de la prison. Scène suivante, l'imbécile est derrière les barreaux et notre héros lui dit que c'est à son tour de vivre cette vie-là. Dehors, les anciens esclaves le remercient tous pour sa gentillesse. On dirait qu'il a pris tout l'argent des marchands d'esclaves et l'a distribué aux personnes libérées pour qu'elles puissent recommencer leur vie. Un garçon au cœur d'or. Il en a aussi profité pour s'asseoir et discuter avec certains d'entre eux afin d'écouter leurs histoires de vie et de recueillir des informations sur ce monde. Un homme aux cheveux blancs se présente comme Gordon et dit qu'il était autrefois l'assistant de la famille Sherville. Z répond que s'il a travaillé pour ces gens-là et qu'il n'a pas été tué, il a déjà eu de la chance. Ce à quoi Gordon acquiesce en disant qu'à cette époque, le ciel devait être de son côté. En ce qui concerne la forge, la famille Sherville est la plus puissante. En période de crise et de guerre, tout le monde recherchait les outils magiques et les armes qu'ils produisaient. Mais à cause d'une trahison envers l'Empire, ils ont tous été tués. Ainsi, ils ont disparu de l'histoire, et plus personne n'aime même mentionner leur nom. Évidemment, l'Empire a été stupide. Puisqu'ils n'ont laissé aucun descendant en vie, les techniques qu'ils possédaient ont été perdues à jamais. Et maintenant que le nombre de bêtes magiques ne cesse d'augmenter, l'absence d'armes de qualité leur coûte très cher. Les mains toutes abîmées, Gordon dit que tout cela n'est plus que de la gloire passée. Notre garçon dit qu'il est vraiment triste de savoir que de si grandes techniques ont été perdues avec le temps. Puis Gordon dit qu'en guise de remerciement, il va partager une information, mais seulement parce que Z lui a sauvé la vie. C'est un secret qui doit être gardé. Notre garçon dit que ça lui va, mais malgré tout, le vieil homme jette un coup d'œil autour de lui et dit qu'ils devront parler ailleurs. Dehors, il explique que le véritable héritier de la famille Sherville, connu sous le nom de Lacto, est toujours en vie. En réalité, son principal assistant est mort à sa place pour qu'il puisse s'échapper. Il a changé de vêtements, s'est défiguré le visage et n'a plus jamais été reconnu. Si le plan a fonctionné à 100%, il vit probablement quelque part à Mires. C'est une excellente information pour Z. Le seul problème, c'est que quelqu'un recherché pour trahison ne sera évidemment pas facile à retrouver. Z le remercie, et Gordon dit qu'il ne lui a raconté cela que parce qu'il semble être une bonne personne. Tout ce qu'il demande, c'est qu'il n'arrive rien de mal à Monsieur Lacto. Sur ce, il retourne dans le bar pour manger. On sait qu'il mangeait, mais il a l'air un peu triste, et Z veut savoir pourquoi. Il ne peut pas être abattu simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé sa sœur au premier endroit qu'ils ont vérifié. Il y a des trafiquants d'esclaves bien plus importants, comme des Vito par exemple. Gordon semble entendre ce nom et lui dit de faire attention. Ce type est d'un tout autre niveau que l'endroit qu'ils ont détruit. Z se sent confiant et dit qu'il a une escouade Baal avec lui, donc il n'a pas peur. Mais Gordon lui répond qu'il n'a aucune idée. DeVito a des connexions dans tout l'Empire, et apparemment, l'une des rumeurs dit que son plus gros client n'est autre que la famille Arahan. Évidemment, bien sûr. À ce moment-là, notre héros utilise sa lentille bleue pour que personne ne sache qu'il est en réalité un Arahan. Il imagine déjà que les gars du miroir noir doivent acheter des esclaves pour les former et en faire les ombres de la famille. Se sentant un peu gêné, il dit que ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi les Arahan viendraient-ils jusqu'au sud pour acheter des esclaves? Ce à quoi le vieil homme répond que c'est parce que les prix sont imbattables.
En plus, s'ils achètent tous les meilleurs esclaves du Sud, ils laissent les puissantes familles du Sud sans option. Zed s'arrête un instant pour réfléchir et dit « Ouais, ça ressemble vraiment à quelque chose que les Arahan feraient. Le vrai problème maintenant c'est « Et si les gens du Miroir Noir protègent Devito ?» Cela signifie que s'il les attaque sans révéler son identité, cela pourrait déclencher une véritable guerre entre les Bahal et les Arahan. Rio interpelle notre garçon, un peu hésitant, et Zed remarque que le gamin se sent mal à l'aise parce que sa demande commence à causer beaucoup trop de problèmes. Mais Zed lui dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'est plus seulement une question de sa sœur. Il s'agit de faire ce qui est juste. Pour lui, peu importe. Il comptait de toute façon éliminer tous les marchands d'esclaves tôt ou tard. Le lendemain, face au marché aux esclaves de Devito, qui ressemble plutôt à un immense palais impérial ou à un manoir d'église. Voici notre garçon, habillé comme un noble, qui fait son entrée. Soudain, les gens à l'intérieur sont surpris. Zed est entré sans rien dire, et le type baraqué à l'entrée lui demande ce qu'il croit faire. Mais notre gars veut juste savoir où se trouve Devito. L'un d'eux lui dit qu'il doit comprendre où il met les pieds. Un autre prévient que c'est l'un des rares endroits où même un jeune noble pourrait perdre la vie. Mais il continue, portant la main à son œil, en disant que tous ceux qui travaillent pour les Arahan sont vraiment arrogants. Et au moment où les types voient l'œil rouge, boum, ils tombent tous à genoux, suppliant qu'on leur pardonne. Et puis, en arrière-plan, ils remarquent aussi un gars qui s'incline légèrement. La tenue semblait appartenir aux gens du Miroir Noir, mais probablement à quelqu'un de bas rang. C'est alors que, depuis le 2e étage, quelqu'un annonce qu'un visiteur intéressant est arrivé. Le gars à la moustache veut savoir ce qu'une personne aussi estimée fait ici. Il descend et dit qu'il a entendu dire que ce garçon était allé au marché aux esclaves et avait tout détruit. Aussitôt, Zed comprend qu'à en juger par l'assurance de ce type, le simple nom des Arahan ne suffira pas avec lui. C'est probablement Devito qui attrape déjà un verre en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le gamin ait vraiment le cran de venir jusqu'ici, mais qu'il était peut-être simplement trop naïf. Zed va droit au but et annonce qu'à partir d'aujourd'hui, l'accord entre eux et les Arahan est terminé, et qu'il va prendre tous les esclaves de cet endroit, donc il vaut mieux que Devito coopère. Mais alors, Devito éclate de rire en plein visage de Zed, s'excusant parce qu'il n'a pas pu s'en empêcher, c'était juste trop drôle. Zed veut savoir si le type tient vraiment tant que ça à mourir, ce à quoi Devito répond qu'il est simplement curieux de savoir quand cela est censé arriver. Il dit qu'il en a assez des bavardages et qu'il ne va pas tuer le garçon puisqu'il est un invité respecté. Cependant, la leçon qu'il allait apprendre aujourd'hui, il la porterait pour le reste de sa vie. Comme le pensait le protagoniste, il va devoir régler ça à coups de poing. Le seul problème, c'est qu'il espère que le type à capuche, au fond, n'a pas trop de cercle. Il se prépare à passer à l'offensive avant que les autres ne bougent, mais soudain, quelqu'un crie d'encercler le bâtiment. Eh bien, regarde un peu qui est en train de crier là-bas. Évidemment, c'est Horace qui crie qu'ils sont là pour laisser un